Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1h30 pour parler du TFC. Un gros coucou aussi à toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent en podcast. La composition de cette feuille de match ce soir. En défense, il a la technique, il a le physique d'un arbitre. C'est Clément. Comment il va, Clément ? Salut les gars, ça va très très bien. Et merci pour cette très belle introduction, je suis ému. Et je t'ai vu mettre des cartons rouges au Stade de France. C'est vrai, techniquement. Il est au milieu de terrain, il travaille aussi bien que Van Den Boomen et Bibiche réunis. C'est Nathan, comment il va ? Que d'honneur. Bah, ça va super. En forme ? La grande forme. Il jouera en pointe ce soir et il est aussi efficace que Begraoui et aussi maladroit dans le but que Ado. C'est Auxence, comment il va ? Merci, ça fait plaisir d'avoir autant d'honneur aussi. Bonsoir à tous, très content d'être là. Il a connu Santander est à faire. Il gardera les buts ce soir, tel à la Casanova ou Eli Bob. C'est Vincent, il sera à la technique vidéo aussi. Comment il va ? Ça va super, merci. J'ai pris un Doliprane, j'ai lu le programme, il est un peu chargé. Putain, oui. Ça, c'est sûr. Et notre invité ce soir, c'est Adrien. Comment ça va, Adrien ? Écoute, en pleine forme. Adrien, il vient en tant que supporter du TFC, mais aussi en tant qu'associé sur le Brix Festival, un festival de techno sur Toulouse. C'est ça. On en parlera un petit peu plus tard. Allez. On a pas mal d'actu ce soir, je pense que ça fait... La semaine dernière, je suis même pas sûr qu'on ait fait 1h30 d'émission ni il y a 2 semaines. Là, je pense qu'on peut faire 3 heures ce soir. Au programme, donc, les actus du TF, le point sur les prêtés, les résultats de l'Académie des Féminines, le retour sur TFC Nantes, la preview Nice TFC avec Maxime Tillette, correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur. Et on terminera avec un entretien avec Adrien qui nous présentera le Brice Festival et qui aura aussi à sa fameuse interview supporter parce qu'on sait très bien que tu es venu exclusivement pour ça. Exactement. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag FDM Toulouse, sur la feuille de match sur Insta, mais particulièrement sur le Facebook Live sur la feuille de match Radio Xtania ainsi que Twitch. Est-ce qu'on a des gens qui se sont connectés ? Oui, on a les classiques, on a Squeak09, on a Freefly, je crois que j'ai vu aussi l'ami Henri qui est dans le coin, voilà, les classiques. Eh bien, on les embrasse et on vous remercie de vous connecter tous les mardis à 20h. On est parti pour cette 204e émission. C'est parti. Ricili, la frappe de l'anglais. Oh, le but. Ricili, le canonnier. Ricili, le buteur. Allez, on va commencer les news. On va commencer avec des bonnes nouvelles, messieurs, parce qu'il n'y aura pas que des bonnes nouvelles dans cette émission. Célène Altoun-Koulak a été élue meilleure joueuse de D2 hier soir lors des trophées de la D1 Arcana avec 16 buts en 8 matchs, donc 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Depuis son arrivée, c'est 1 victoire, 1 nul et 8 défaites. Avant son arrivée, voilà. C'était 1 victoire, 1 nul et 8 défaites. Pardon, excusez-moi. Elle a changé l'équipe. Hein. Elle a totalement changé d'équipe. Pour l'avoir vu jouer, ça ne m'étonne absolument pas. Elle est à 16 buts. Je crois que la deuxième buteuse, elle est quoi ? Elle a même pas 10 buts. Si, elle a peut-être dépassé à peine les 10 buts. Ouais, mais surtout, c'est le ratio de buts par match. Je crois 5 buts, les 53 minutes, un truc comme ça. Enfin, c'est dingue. C'est ouf. Meilleure joueuse, meilleure buteuse sur une demi-saison, c'est tout simplement exceptionnel. Hallucinant, quoi. Ouais. Donc un grand bravo à elle, grosse félicitations pour Célène. Je pense que c'est amplement mérité sur le peu qu'on a vu des matchs des deux féminines. Chaque fois, celle qui nous a un peu ébloui, merci. Est-ce que tu suis un peu les féminines, Adrien ? Alors, je suis de loin sur les réseaux, je vois les résultats publiés par le TEF. Et j'ai vu évidemment Célène, meilleure joueuse. Bravo. Juste un mot, bravo, quoi. Si tu as l'occasion un jour d'aller les voir, tu verras, tu comprendras pourquoi elle était une meilleure joueuse. Alors, le petit, j'ai joué contre les féminines. Ouais, j'ai pris 5-0. Donc, je connais le niveau déjà féminine à Toulouse. Et non, bravo, franchement, félicitations, c'est beau. 16 buts en une demi-saison, c'est magnifique. Meilleure joueuse sur 6 mois, quand même. Bravo, c'est top. Les places aux ventes pour Auxerre, même si on parlera de Nice après, il reste un peu moins de 400 places en virage Brice et moins de 1000 en Revaux d'après le compte Twitter. Combien de places en virage Brice, qu'on salue d'ailleurs. C'est le dernier match à domicile, ce sera le samedi 27 mai à 21h. Les places sont à 15 € en virage, 20 € en quart, 25 € en honneur et jusqu'à 40 € en honneur central et en balcon. Ouais, guichet fermé, t'es obligé. Pour bien finir la saison. Ouais, c'est ça. Tu penses ? Ce serait bien. Puis 40 €, voilà, tu peux avoir tes places les plus chères à 40 €. C'est ce que tu trouves en honneur sud en milieu de saison face à des clubs de milieu de tableau. Donc ce serait bien pour couronner le tout. On a vécu une belle saison quand même.
On avait presque 26 ou 27 000 dimanche. Déjà, si on refait pareil, 000, ça serait déjà bien. Et puis un samedi, 21h, bon, je pense que ça peut faire venir du monde. Ouais. Puis je crois que j'ai vu un championnat, il y a qu'un match où on fait moins de 20 000. Je crois que c'est 3, et tous les autres, on est au-dessus de la barre des 20 000. Donc je suis même pas sûr, je crois que c'est la coupe, hein, on fait moins de 20 000. C'est une saison incroyable quand même qu'on fait niveau influence. Donc autant bien finir. L'épisode 4 du podcast Violet avec Amina Ali, Manu Koné, Nathan Ngoumou, que Vincent Delceso, désolé pour la prononciation, journaliste du TFC, a rencontré en Allemagne. Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est sur Spotify. Encore une bonne nouvelle, c'est Fares Chaibi qui a été élu pépite du mois d'avril par la LFP devant le Strasbourgeois Habib Diarra, le Clermontois Mohamed Cham. Deuxième trophée dans cette catégorie après celui d'octobre. Mérité pour Fares, vu le mois qu'il a fait, non ? Vu la saison même. Oui. Je sais pas si vous voulez. Ouais, je crois qu'il rejoint Openda. C'est les 2 joueurs qui ont eu 2 trophées sur la saison. À vérifier quand même. Openda a gagné la mois-ci en Ligue 1. Ouais. Voilà, justement, lui, il a fait 2 mois d'affilée et Chaibi, c'est la 2e fois. Donc, chapeau Fares. Mérité. Magnifique. C'est l'éclosion de l'année, je pense même sur la Ligue 1, parce que c'est un joueur qu'on n'attendait pas, qu'on ne connaissait pas. Et voilà, il a montré ses qualités, il s'est imposé petit à petit et naturellement. Et il a poussé des joueurs sur le banc qui étaient titulaires. Et ça, c'est beau. Donc, félicitations à lui. En parlant des pépites et des nominés, on a notre coach, Philippe Montagny, qui a été nommé dans la liste des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Donc, il est accompagné de Franck Hez, Igor Tudor. Auxin, tu les as, je crois. Ouais, Fonseca de Lille et Gassien de Clermont. Ouais. Vous votez pour qui, là ? En toute objectivité, forcément, ce serait bien que Philippe il a gagné pour nous avoir ramené quand même le trophée, mais bon, est-ce que le travail que fait Hez à Lens depuis maintenant 3 saisons, même plus, je crois, 3 saisons et demie ou 4 saisons, ce serait quand même le Graal pour lui. Et puis voilà, c'est 2 entraîneurs qui ont travaillé ensemble en plus. Il a pris le relais. Je sais pas s'ils ont travaillé ensemble ou s'il avait pris le relais directement à Lens. Mais voilà, c'est le football qu'on aime aussi, c'est le football offensif, c'est voilà, c'est ce qu'on aime aussi, c'est ce qui fait que la Ligue 1 est attractive aussi, des équipes joueuses comme ça. Donc ouais, voilà mon objectif, mon classement objectif, voilà, serait Hez et Montagny 2e, on va dire. Ouais, c'est vrai que la nomination de Montagny est déjà une première victoire, je trouve. Et après, c'est vrai que quand on a même des Igor Tudor, des Franck Hez, ça va être difficile de rivaliser. Donc, ouais, je suis pour le coach lensois, moi aussi. Et pas Gastien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, personne n'est Gastien. Mais non, je suis désolé, 19e budget de Ligue 1 était des 8e de Ligue 1 avec un jeu totalement dégueulasse, on est d'accord. Mais avec des joueurs comme Kawi, Mohamed Cham et Kiei, être 8e de Ligue 1 avec ça, franchement, ça, il a perf, faut la noter. Le problème, c'est que il gagnera jamais. Toulouse, il y a un titre, Lens, il y a la Ligue des Champions, Clermont, forcément. Il y a vu le Cagnas et tout, quoi, faut arrêter avec ça. Gagne Lyon quand même. C'est mon principe aussi chez nous. Mais tu voterais qui Objectivement, Francaise pour la continuité, parce que c'est difficile d'avoir 2 saisons d'affilée à ce niveau-là. Ouais. Ils ont encore passé un step cette année, selon moi. Donc, franchement, Francaise haut la main. Après, ce que fait Philippe Montagny à Toulouse, c'est exceptionnel parce qu'on connaît le groupe, il y a beaucoup d'internationaux. Je pense que c'est pas facile de communiquer avec tous les joueurs et créer l'engouement qu'il a réussi à créer à Toulouse. Alors évidemment, c'est facile de dire Toulouse quand on est toulousain, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui auraient été capables de faire ça. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, moi, je pense que Hez va gagner et ça serait logique. Mais Gatien, c'est bien aussi qu'il soit nominé, Montagny aussi, ça montre le boulot, ça valide aussi un peu le travail que nous fait notre coach ici. Thais Daimikra a été présélectionné pour l'Euro U21, il fera partie du groupe des 32 dont 23 partiront en juin en Géorgie et en Roumanie. Donc la réponse fin mai. Une autre petite news, messieurs, qui est sortie sur les réseaux, et là ça concerne les NVDRS, donc les Indians, avec Roux qui a pas mal aussi publié autour de ça. C'est le dernier clip du rappeur Furax Barbosa, donc le morceau Révérence de sa mixtape Libéral. Alors, si je peux me permettre, c'est Furax Barbarossa. Exactement. Ah, c'est aucun lien de parenté avec Cédric Barbosa des Antonin Gaillard. Merci, j'ai lu ma fiche bêtement, mais merci Clément. Et du coup, plus de 150 000 vues sur le clip. On y voit les Indians qui craquent de la pyro et qui sont avec lui. Je vous conseille d'aller écouter ça et d'aller regarder. C'est une belle petite pub. Clément, toi qui connais un petit peu la musique, tu avais vu ou pas ça? Alors je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu l'occasion de poser les yeux dessus, mais je vais le faire directement en rentrant. Mais tu as bien raison. Ça motive pour partir au boulot le matin, ça motive bien. Exactement. On sait toujours pas ce que ça veut dire NVDRS, mais c'est sympa. Il va peut-être nous expliquer dans le clip à la fin.
Non, je vais faire la team premier degré, c'est pas bon. On va enchaîner et là on tourne la page et les ennuis commencent. L'affaire Abouklal, messieurs. Alors, il est 20h12. Je propose qu'on passe directement à la rubrique suivante, si ça vous embête pas. On va essayer de recontextualiser un petit peu tout ça et énoncer certains faits. On va pas aussi conditionner sur plein de trucs. Après, on va essayer de débattre autour de ça. Donc, tout commence. Pardon, je croyais que tu as annoncé le sponsor de l'émission qui était quand même le club d'aviron de Toulouse avec les rames qu'on va sortir pour venir pendant un quart d'heure. Mais d'accord. On les embrasse. Tout commence avec la 35e journée de Ligue 1 qui demande aux joueurs de porter un maillot avec les numéros en arc-en-ciel pour la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Je répète, à la lutte contre l'homophobie. Une action qui continue pour la 3e saison consécutive. Donc nous avons Abouklal, Amoulic, Diarra, Chaibi ainsi que Costa dans un premier temps qui aurait fait part de ne pas participer à la rencontre. Ensuite, Costa a démenti et Chaibi se serait réalisé et a figuré sur la feuille de match. Néanmoins, Amoulic, Zach et Diarra n'étaient pas sur la feuille de match dimanche et ont donc refusé de participer à cette action, tout comme Mostefa Mohamed à Nantes ou Donatien Gomis à Guingamp ou même Falcao par le passé. Aussi, Radamel Falcao avait refusé cette initiative, cette participation. Rappelons pourquoi cette journée existe. Cette initiative est aussi prise par la LFP, c'est une action menée contre la discrimination homophobe, donc tout ce qui est contre les violences physiques, morales, faites sur les homos, et s'unir donc contre ces dernières. En aucun cas, j'insiste sur ce point-là, c'est une journée pour soutenir le mouvement LGBT. Attention à ne pas faire l'amalgame, parce que beaucoup l'ont fait en pensant que c'était le cas, et c'est pas le cas. On est là contre la discrimination, contre l'homophobie, et pas pour soutenir le mouvement LGBT. On va rappeler aussi que l'homophobie, comme d'autres discriminations, c'est un délit. Donc on est sur une conviction. Comment ? Et pas une conviction, comme on l'a souvent vu dans les communiqués. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Donc le club ainsi que le joueur, en l'occurrence Abouklal, ont fait un communiqué pour expliquer pourquoi il ne joue pas. La question va être très simple, messieurs. Que pensez-vous de cette situation ? Allez, bonne chance. C'est une dissertation là qu'on va devoir faire. Si vous voulez, je peux commencer. Mais vas-y. On s'en serait bien passé, j'ai envie de dire. Je trouve que ça vient un petit peu ternir une fin de saison qui aurait pu être très très belle, notamment sur le terrain, grâce à cette victoire en Coupe de France. Je trouve déjà sportivement, on est un peu à la ramasse en cette fin de saison. On balance un peu les matchs. Donc je trouve que ce serait pas en vacances. Ouais, mais du coup, c'est d'autant plus dommage de se taper une polémique comme ça dans la phase dans laquelle on est. On essaie de faire grandir le club aussi. Et je trouve que c'est pas forcément rendre un service à l'institution que d'avoir ce genre de positionnement. Et d'autant plus que les communiqués sont, pour rester poli, extrêmement maladroits, je trouve. Et comme on l'a dit, c'est pas une conviction, c'est juste un délit en fait. C'est scandaleux, ouais, c'est se tirer une balle dans le pied, tirer une balle dans le pied du club. C'est une journée qui a mal été cernée par les personnes qui ont fait notamment les démentis. Je pense à ce qu'on a vu d'Abouklal ou Mostafa Mohamed de Nantes, qui n'ont absolument pas compris le principe de cette journée-là. Donc après, derrière, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite, qui est suffisante ? Je ne sais pas de défendre, c'est juste de comprendre pourquoi on peut être aussi sur ses idées, comment on peut camper autant sur ses idées. Il y a des actions qui ont été faites. Oui, mais justement, est-ce que ça a été fait Quand je vois les démentis qui sont faits, j'ai l'impression que ça n'a pas été compris. On voit que ça parle souvent de conviction, ça parle de il faut respecter mes croyances, je veux bien, mais ça c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est lutter contre une discrimination telle qu'elle soit. C'est comme si des joueurs lors d'un match, il y aurait un brassard non au racisme et que des joueurs ils disent non, je le porte pas, c'est pas mes convictions. C'est la même chose. Si on va à ce type de comparaison là, donc c'est tout simplement c'est scandaleux, ça se reproduit tous les ans. Donc je me dis, est-ce que le message passe suffisamment auprès des clubs, des joueurs Mais voilà, après il y a en plus de ça, bon, au-delà du fait que humainement c'est pas terrible comme histoire, sportivement ça peut aussi avoir un impact sur la fin de saison du TF. Et si ça arrive un mois avant cette histoire, ça te plombe la fin de saison. T'as un maintien qui est pas acquis, t'as une finale à jouer, donc ça aurait pu avoir un impact sportif aussi. Ça, il faut le mettre au second plan parce que c'est pas le débat du jour par rapport à ça. Donc un peu surpris aussi par rapport au club qui prône des valeurs humaines, sportives à égal. D'abord, on prône les valeurs humaines quand on va faire du recrutement. Et de voir ce genre de comportement, je me dis, est-ce que... Mais t'es déçu de la part d'Abouklal de sa réaction ?
déçu, comme je disais, j'ai essayé de faire l'avocat tout à l'heure. Je me dis, est-ce que ça a suffisamment été compris de son côté aussi, l'intérêt de cette journée, de cette mobilisation. Donc forcément, oui. Quand je vois le communiqué qu'il fait, qui est absolument scandaleux, quoi, je me dis, en plus de ça, à la limite, tu fais un recul, tu prends du temps pour analyser la situation. Et quand on te pond un truc comme ça derrière, je me dis, il a rien compris, quoi. Alors moi déjà en tant que supporter du TFC avant tout, je suis scandalisé parce que les gens vont faire le raccourci avec le club et les supporters. On va se dire voilà, le TFC c'est un club homophobe, les supporters sont supporters d'un club homophobe. Je dis bien chez certains, et ça me dérange qu'on en arrive jusqu'à là. Il faut pas oublier qu'il y a quand même une partie des supporters du TEF qui fait partie justement du mouvement LGBT, qui a pu se sentir heurté par ses propos et cette action, avec des gens qui sont censés représenter le club. Et c'est vrai que c'est autre chose qui me déçoit, c'est parce qu'on nous rabâche sans arrêt qu'il faut défendre les valeurs du club, etc. Tout ce qui est prôné par le sport, etc. Et là, on se rend compte que malheureusement, c'est pas le cas. Donc je suis très déçu de la décision des 3 joueurs, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y en a 2 qui ont, à juste titre, je pense, décidé de revenir sur leur décision. Mais je suis très déçu d'Abouklal, Lamoulic et Diarra, parce qu'à cause d'eux, on est mal perçu, tout simplement. Sur les médias, on voit que voilà, le TFC fait la une des journaux et des JT, parce que 3 joueurs ont refusé de porter ce maillot arc-en-ciel, là où certains clubs, 1 ou 2, encore max, comme tu l'as dit, par exemple, il y avait Nantes et Guingamp, voilà. Et là, c'est vrai que 3 d'un coup dans un seul club, ça met pas une super image. Tâche. Voilà, c'est ça. Et Diarra qui l'avait porté la saison d'avant aussi. Pour moi, c'est encore pire ça, parce que ça prouve qu'il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose. C'est l'entourage. Comme malheureusement dans beaucoup de cas, il y a aussi les fréquentations des joueurs, des personnes, de l'influence que peuvent avoir d'autres personnes. C'est aussi l'effet de groupe. C'est dommage, parce que après, pour venir sur le club, moi je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf. Il y a des communiqués, on va en revenir après, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont réglées en interne et qui sortiront plus tard, et surtout que le club n'a pas l'habitude de communiquer tant que tout n'est pas réglé. Donc je ne pense pas qu'ils aient laissé passer ça, surtout l'image que ça renvoie. Mais oui, c'est une déception, parce que je pense que le joueur n'a pas pris la mesure de son rôle et de l'image qu'il peut véhiculer, qu'il peut dégager, et que c'est aussi un porte-étendard et qu'il doit défendre des valeurs et des causes, tout simplement. C'est surtout que refuser de jouer un match pour un flocage arc-en-ciel, je trouve ça assez... C'est des raccourcis. C'est surtout que c'est un prétexte presque. À Toulouse, on a la chance d'être maintenu officiellement, mais je pense à Nantes, où les Nantais jouent un match super important, et t'as ton avancement qui refuse de jouer à ce moment-là. C'est un peu quitter le navire pour un prétexte un peu obscur, quoi. Donc, et puis, oui, vas-y. Non, je disais, il faut le voir d'un côté entreprise aussi. T'es salarié d'une entreprise, hein, quand t'es joueur de foot aussi. Donc forcément, si on t'impose une tenue, t'es porté de la porter. T'es porté de la porter. Voilà. Moi, merci. J'ai fait un rime riche. Non, mais voilà, c'est dans une obligation aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là, où je trouve que c'est lâche un petit peu de partir comme ça, de pas aller disputer ce match pour cette raison-là, quoi. Adrien, je me rends vers toi, parce que tu as un petit mot à dire sur ça. C'est un sujet qui est très délicat, quand même. C'est un sujet qui est délicat, bien, je trouve que c'est bien d'en parler déjà. Oui, moi, on n'a pas le choix. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors moi, je suis un peu plus nuancé sur mon avis qui est personnel. Je pense que, évidemment, je vous rejoins totalement sur la cause, qui est une cause que tout le monde doit défendre dans le club, que ce soit les joueurs, toutes les personnes qui sont au club, et aussi les supporters. Je pense aussi que la problématique qu'on a sur cette journée-là, c'est peut-être qu'elle est mal amenée, peut-être mal expliquée, peut-être que c'est la Fédé qui impose des choses. La Ligue, je sais pas en fait, mais on voit qu'il y a une problématique, pas qu'à Toulouse. Alors on fait un sujet sur Abouklal, mais ils sont 3. Donc voilà, il faut pas, c'est 3 joueurs, c'est pas que Abouklal. Donc voilà, d'un autre côté, d'un côté, il faut pas faire d'amalgame. Je pense que il y a le sportif, ça c'est vrai. Manquer un match pour une raison comme ça, franchement, je vais dire honnêtement, je trouve ça con, clairement.
parce que on a besoin de lui, c'est nos titulaires, voilà. Donc il y a un manquement sportif et professionnel. Il y a un manquement par rapport aux valeurs du club, ça je vous rejoins totalement, et par rapport aux valeurs que défend le club. Maintenant, je pense que le club prendra les décisions qu'il doit prendre. Il y aura une explication, je pense qu'elle a déjà eu lieu d'ailleurs avec le joueur. Oui. Il sera écarté peut-être ponctuellement, peut-être plus longtemps, ça on verra, hein, c'est au club d'en décider. Maintenant, voilà, je pense que cette journée-là, je pense que ce genre de réaction-là doit aussi amener la Ligue à réfléchir à comment mener ces actions-là au mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a des moyens peut-être plus pertinents d'amener ça sur le terrain, sur le sportif, parce que c'est des joueurs qui sont ultra médiatisés. On parle d'un joueur qui a fait demi-finale de Coupe du Monde. Donc voilà. Et le problème, c'est que ça véhicule une image où on va avoir des contradictions. Il y en a qui seront pour, d'autres contre. Il y en a qui défendront la religion, d'autres qui défendront... voilà. Et donc, on arrive sur un terrain qui est glissant, qui est du ressenti de chaque personne, qui peut être différent. Voilà. Donc, moi, je vais même aller plus loin, hors Aboukhlal, Moulic, Diarra et compagnie. Je pense qu'on a un gros travail de fond à faire dans le foot en général, dans le sport en général, en France en général, c'est un problème sociétal. Cette action-là, peut-être comme tu l'as dit, je te rejoins, peut-être qu'elle n'est pas menée comme elle devrait être menée ou peut-être pas assez bien expliquée. On a quand même un gros travail, parce que là, ce sont des joueurs qui sont exprimés, mais je suis pas sûr que tous les joueurs sont pour cette journée. Il y en a peut-être plein aussi dans le milieu qui sont contre, mais qui l'ont pas forcément fait parce qu'ils n'ont pas forcément envie de s'élever ou d'oser prendre la parole et de se montrer. Mais on a un gros travail de fond à faire. Il y a un problème en France sur l'homophobie, sur l'homosexualité dans le foot. Faut pas se le cacher. Citez-moi un joueur homosexuel qui a fait son coming out durant sa carrière, qui a continué sa carrière. Il y en a très peu. Il y en a eu un récemment là en Angleterre. Et c'était pas chez nous. C'était ailleurs, même en Australie, si je dis pas de bêtises, dans une division australienne. Mais en Australie, ils sont déjà un peu plus avancés sur le mouvement. Comme certains l'ont dit, c'est pas parce que tu portes ce maillot que tu dois aller défiler à la Gay Pride et soutenir le mouvement LGBT. Là, on parlait juste d'un mouvement contre les discriminations faites suite à l'homophobie. Et je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à se ressembler tous ensemble autour de ça, conviction, pas conviction religieuse ou humaine ou personnelle, mais il y a un travail de fond à faire sur les gamins, dans les centres de formation, dans l'après-faux, pour essayer de sensibiliser et de le faire, ça a été fait, mais de faire peut-être un peu plus, un peu mieux, le réfléchir autrement, le présenter, je sais pas. Je pense honnêtement que l'année prochaine, à la même journée, ce sera peut-être pas chez nous, on aura les mêmes problèmes. Ça, c'est pas parce que Aboukhlal, Moulic, Diarra et Donatien Gomis et Mostafa Mohamed vont sûrement peut-être quitter le championnat de France qu'on n'aura pas les mêmes problèmes. Donc au lieu de décaler le problème, essayons de le traiter, essayons de le combattre, c'est un mot qui est hyper fort, mais de le traiter, essayons de trouver des solutions pour éviter ça et sensibiliser un peu tout ça, nos jeunes et la société. Après ça marque le fait qu'il y ait des joueurs entre guillemets emblématiques qui se rebellent contre ça à tort. On en parle. Ouais. Donc on en parle plus que s'il faut, ça aurait été porté, ça aurait été passé sous silence comme n'importe quelle autre cause. Là c'est un mal pour un bien, on va en parler plus, ça va aussi marquer, en espérant qu'il y ait aussi des grosses sanctions sur ces joueurs-là et que ça donne aussi des leçons. Et je trouve que pour le coup la réaction de Nantes était très bonne, puisque c'est SOS Homophobie qui récupère son salaire. Le montant de l'amende. Il y a une amende qui a été donnée à Mohamed et l'argent sera reversé à SOS Homophobie. Je trouve que le symbole est intéressant. Ouais. Donc ça peut aller pourquoi pas des travaux d'intérêt généraux vers ces associations-là aussi, des choses comme ça. Oui, parce que quelque chose de symbolique, quoi. Les 3 joueurs toulousains n'ont pas été sanctionnés, je crois. Pour le moment, on est au courant de rien, il n'y a pas de communiqué qui est tourné. Pour le moment, on ne sait pas, on verra. De toute manière, le club, quoi qu'il fasse, ils vont se faire critiquer. Et ça satisfera pas tout le monde. D'ailleurs, je pense que j'ai un petit mot aussi. On disait donc comme tout à l'heure, l'homophobie est un délit, le racisme aussi, et tous les... Le bashing les amalgames, le bashing anti-musulman, même ça a déjà été récupéré par les. Donatien Gomis, il n'est pas musulman, par exemple. Mais ça a été déjà récupéré par le grand, le grand théoricien, là, Rieu, je sais plus quoi, là, Damien Rieu. Enfin, t'allumes Twitter, t'as envie de vomir, en fait, tout simplement. Ça. Déjà de base, t'as envie de vomir. Bref. Bon, on enchaîne parce que, messieurs, c'est pas fini, parce qu'Aboukhlal, il s'est pas arrêté là. Il aime bien, mais. Et c'est aussi pour ça qu'on parle autant de lui. Exactement. Donc,
pareil, on va mettre du conditionnel. Ensuite, RMC Sport après enquête sur le joueur et pas l'inverse, parce que beaucoup pensent que RMC a gardé l'info et l'a sorti là. C'est l'inverse. Suite à ça, RMC Sport a fait une enquête auprès du joueur et a dévoilé un fait qui se serait passé lors de la cérémonie au Capitole. Donc Laurence Arribagé, adjointe au sport et au maire, aurait demandé de faire moins de bruit à des joueurs au discours du coach. Bouklal lui aurait répondu: c'est marrant, Joris, c'est nerveux. Chez moi, les femmes parlent pas comme ça aux hommes. Surprise, elle lui a rappelé qu'il était dans une mairie, donc un lieu de la République. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il aurait demandé avec véhémence, selon RMC Sport, à l'élu de s'excuser. Donc de ce que rapporte l'article. Laurence Arribagé a démenti, a voulu minimiser l'événement. Cependant, depuis l'article, quelques heures après sa parution, le club a communiqué et suspendu à Bouklal jusqu'à nouvel ordre. Donc ils ont sorti ce communiqué qu'on va vous lire. Face aux graves allégations publiées par RMC Sport, le compte du joueur de Toulouse Football Club, Zakaria Bouklal, le club annonce que son joueur s'entraînera à l'écart du groupe pro jusqu'à nouvel ordre. En attendant les résultats d'une enquête interne, le club ne fera aucun commentaire jusqu'à la conclusion de cette dernière. Donc, on a contextualisé. Là, à l'heure actuelle, Bouklal est suspendu, ne s'entraîne du coup avec la réserve. Une enquête interne est faite dans le club. Donc, ça se trouve, ils peuvent encore peut-être porter plainte pour diffamation auprès de RMC Sport. On ne le sait pas. Comme ça se trouve, ils peuvent confirmer aussi les dires. On ne sait toujours pas. Il y a une enquête. Donc, laissons-les enquêter. Moi, j'insiste vraiment sur un point. C'est qu'RMC Sport n'avait pas l'info il y a 15 jours. Ils l'ont sorti suite à une enquête journalistique auprès de ça, où des langues se sont, on va dire, déliées. Donc voilà. Bon, mais pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on conclue, on fait quoi de Zakaria ? Si c'est vrai, on l'augmente et on le prolonge ? Si c'est vrai, c'est ça avéré, malheureusement, je pense qu'il ne va pas faire long feu ETF. Quoi. Le club voudrait s'en séparer et lui voudrait partir. C'est Léon dit ça aussi. Léon dit, il n'y a pas de source sûre. Donc c'est compliqué là, voilà. Tout à l'heure, on a débattu d'un fait. Voilà, ça c'était avéré. Ouais. Là, c'est compliqué. Il y a toujours une enquête en cours, tout ça. Enfin, pour le moment, c'est compliqué de se prononcer, mais voilà, ça sent pas très bon dans la suite de sa carrière chez nous, quoi. Si c'est vrai, ça me paraît judicieux que le club s'en serve pour l'exemple, c'est-à-dire tu portes des valeurs, tu dis que personne n'est au-dessus de l'institution, que chez nous, on recrute des joueurs qui répondent à des qualités humaines. Il ne sera pas gardé tout simplement. Si c'est avéré, encore une fois, ça me paraît très logique que le club ne le garde pas et s'en serve comme exemple en disant tu peux être n'importe qui de mes finalistes de Coupe du Monde comme joueur des U15, si tu merdes, tu pars. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Puis on va pas se mentir aussi, c'est un business, c'est-à-dire que s'il part demain, le club va pas faire un don de 10 millions d'euros pour l'association de défense des droits des femmes, ça va être 10 millions d'euros dans la poche. Donc c'est aussi gagnant-gagnant sur ce côté-là. Non. Ouais. Ou perdant pour le coup. Non, mais c'est vrai que moi c'est triste de voir ça et moi je vais être encore plus cash, je suis désolé, mais c'est dehors tout simplement. On peut pas. Rupture du contrat ou vente ? Dehors tout simplement, tout ce qu'ils veulent, juste dehors, parce qu'on peut pas garder un mec comme ça avec cette mentalité au sein de notre club, surtout que je pense pas qu'il soit irremplaçable d'un point de vue sportif, même si là c'est autre chose. On fera un bilan sportif à la fin de la saison, je pense qu'il sera pas loin des tops sportivement. Voilà, mais le sportif nous a peut-être apporté beaucoup de choses cette saison. On se souvient de son but en Coupe de France en finale, mais là il n'y a pas de débat. Les faits avérés, s'ils sont avérés toujours, on précise quand même, mais si les faits sont avérés, c'est extrêmement grave et là il n'y a aucun débat et on doit s'en séparer. C'est bien beau de sortir des communiqués pour prôner le respect, etc., mais quand on ne respecte pas le mouvement LGBT et les femmes, c'est assez contradictoire. C'est pas le mouvement LGBT, c'est la lutte contre l'homophobie, pardon. Après, je trouve que le club a quand même plutôt bien réagi, c'est-à-dire qu'ils ont fait un communiqué directement, ils ont écarté les joueurs, en attendant d'avoir des faits, ils vont enquêter, voilà. Moi, je pense, je suis du même avis, à partir du moment où les faits sont avérés, c'est dehors, il n'y a pas de question à se poser, c'est pas les valeurs du TFC, ni du foot en général, ni du sport, ni de la France non plus. Donc voilà, après... je pense que c'est bien, quand il y a des choses comme ça qui se passent, d'être factuel. C'est important que nous, supporters et entourage, etc., quand on en parle, on reste aussi factuel, parce qu'on peut vite partir dans les dérives aussi. Donc c'est important, je pense, de laisser le club faire ses enquêtes. Et après, j'ai personnellement totale confiance au club pour prendre les décisions qu'il faudra prendre à l'instant T, quoi.
On va enchaîner, moi juste pour conclure sur toute cette affaire, je vais pas vous mentir, mais ce qui m'a le plus saoulé et ce qui m'énerve de plus en plus, c'est que tout le monde a son mot à dire, tout le monde ouvre sa bouche sur ce sujet, des gens même relatent des faits, des trucs, et putain, laissez, je dis pas qu'il faut croire toutes les institutions, mais laissez-les travailler, laissez faire, il y a des enquêtes, il y a des choses, on peut avoir des avis, mais restons dans le respect aussi, dans l'échange, ça a mis une certaine barrière aussi entre certains supporters. Voilà, on peut en parler, il y a des faits, il y a des choses qui sont graves, qui sont moins graves. Le joueur, c'est le joueur, la personne, c'est la personne, faut les dissocier. Il faut faire attention à tout ce qui se raconte. Mais maintenant, voilà, restons respectueux aussi entre nous, gardons un certain respect, parce que c'est important, parce que les mecs qui insultent, les mecs ou les filles d'ailleurs, qui insultent, etc., c'est pas forcément mieux que ce qu'aurait pu faire notre cher Zakaria. Bon, ça, c'est un peu les dérives des réseaux sociaux aussi malheureusement, mais je tenais aussi à le rappeler. C'est tous supporters. Oui, et affaire à suivre en tout cas. On va suivre ça de près. On fera je pense que ce ne sera pas le seul mardi où on va en parler. Mais bon, c'est comme ça. On va enchaîner avec les retours sur le centre de formation et des féminines. Ouais, tu le fais maintenant ou de quoi? Ce que tu viens de me montrer. Tu vas enchaîner sur les. Ok, sur les. Oui, alors tant qu'on y est, c'est une information qu'on a en off. C'est un travail qu'on fait aussi avec la DIST, avec Yves qu'on salue, qui est toujours là pour l'association de défense d'intérêt des supporters toulousains pour défendre. Quand il y a des choses qui ne passent pas très bien, les injustices exactement. On a un supporter qui a témoigné sur les réseaux, Nicolas, après le match TFC Nantes, qui s'est retrouvé en garde à vue pour absolument rien. Alors pour une histoire qui est assez folle, je crois qu'ils ont trouvé une télécommande dans sa poche et ils ont cru que c'était le système qui pouvait déclencher les fumigènes qui avaient été trouvés sous la... Le colis suspect. Sous la bâche des Nantais. Donc, voilà. Il y a une enquête aussi. Il y a une enquête aussi qui est en cours. Il y a des échanges qui ont été faits. Donc, déjà, on va apporter un soutien quand même à Nicolas. C'est quand même la deuxième fois de la saison, puisqu'on avait reçu un supporter il y a quelques semaines après Rodez. Donc, on va essayer de voir ce qu'on pourra vous dire pour la semaine prochaine pour essayer de travailler sur ça et essayer voilà, si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DIST. La DIST enquête, et quand vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour ça et c'est pas son boulot, pas du tout, mais son combat et son domaine. D'ailleurs, si vous pouvez retrouver sur tous leurs réseaux sociaux de la DIST, il y a un petit guide du supporter en garde à vue. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut demander, les avocats à contacter, voilà, pour éviter les bavures policières, malheureusement. Debout, toujours même en cellule. Exactement. Je l'ai reprise à Nicolas qui l'avait tweeté, je trouve ça très drôle. Les prêtés. Tiens, on va essayer d'enchaîner un peu plus rapide parce qu'on a pris du retard en plus. Ouais, clairement, ouais. Begraoui, qui était titulaire lors du match nul 1 partout à Valenciennes, était remplacé en toute fin de match pour les 14e et 3 points d'avance sur Dijon, qui est premier relégable. Il y a du gros suspense en Ligue 2 sur le bas de tableau. L'ami Junior Flemings, qui n'était toujours pas dans le groupe pour la défaite de Niort, lanterne rouge de passé Junior. Exactement. On va passer sur des joueurs qui vont un peu mieux. Peut-être juste avant, j'ai vu un message passer de Chocolatine 31 000. On avait parlé qu'il voulait faire ce petit suivi de que sont-ils devenus avec les anciens joueurs et les joueurs prêtés. Et bien, il nous sert une petite pépite. Dosevi s'est fait écarter du groupe de Versailles jusqu'à la fin de la saison pour avoir liké des posts anti-Chris, son coach, donc sur Instagram. Voilà, nos régions ont du talent. Il regarde plus les matchs maintenant, il like des trucs Instagram. C'est exactement ce qu'il a mis en plus. C'est toujours un problème de téléphone avec Mathieu Dosevi. Il aime la pyro. Voilà, il a dit ouais fort. Mamadi Bangré, il était titulaire face à Bordeaux. Il a joué 70 minutes, 0-0. Tu peux me permettre? Bien sûr. Je suis pas allé voir les 19 parce que j'ai regardé QRM Bordeaux pour voir un peu le match. Je me suis endormi. Voilà. Quelle idée aussi. C'était une très bonne sieste. Il y a du tennis, il y a de la F1, il y a de la MotoGP. Il va regarder QRM Bordeaux. Pas de F1 ce week-end. Ouais. Je suis avec vos conneries. Bordeaux va Metz revenir à un petit point. QRM reste 8ème et peut espérer une inattendue top 6. Super saison. Comment? Non. C'était où tu l'as capté ou tu la captes pas? Sam Sana, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Il a rejoué après 3 mois d'absence et une opération des adducteurs. Il était dans le groupe pour la victoire à domicile de Laval face à Saint-Etienne. Il a disputé la dernière demi-heure. Ce succès permet à Laval d'y croire encore, puisqu'ils sont 15e avec 2 points d'avance sur la zone rouge.
Nathan Skita, lui, est toujours blessé malheureusement. Fin de saison, on en avait parlé, opération également. Et on va prendre des nouvelles de nos Erasmus, Clarisse Cerber et Tom Rapnoe du côté de la Bulgarie. Clarisse Cerber était titulaire pour le match nul 1-1 face à Spartak Varna. Il a joué 64 minutes. Rapnoe est resté bien au chaud. Enfin, j'ai parlé de la météo là-bas, j'avoue. Il est resté sur le banc en tout cas. C'était le premier des 5 matchs de play-down. Ils sont deuxième avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Ouais, l'Erasmus se passe pas très bien. On va passer au centre de formation. On va être rapide. On va revenir sur la N3 parce qu'avec Nathan, on avait la chance d'y être. On va parler des U19 qui ont clôturé la saison avec une victoire 5-2 face à Blagnac. Donc, ouverture du score de la première minute de Boubacar Sidibé, puis match Chambal. Kaïs égalise à la 8e. Njouma marque à la 10e. Pérez met un doublé à la 24e et la 26e. Puis Efoulé Ngoyala marque le 5-1 à la 40e. Deuxième match plus tranquille. Araj a disputé tout le match tandis que Njouma a été remplacé à l'heure de jeu. Cette victoire permet au TVC de recoller sur Montpellier et Marseille qui se qualifient eux pour les quarts de finale du championnat de France, tout comme Lens, Paris, Auxerre 3, Angers et Nantes, et se dérouleront sur les 3 prochains week-ends. La bonne nouvelle du week-end, c'est les U17 qui se qualifient et qui défendront leur titre après la victoire 3-1 face à l'OM. Ismaël Silla Touré ouvre le score juste avant la mi-temps. Marseille égalise à 57e. Enzo Fati redonne l'avantage et Seni Kumbassa offre la victoire à la 82e. Les TFC terminent deuxième mais à 4 points de l'OM et se qualifie au titre de meilleur second avec le Havre. Les autres qualifiés sont les 6 vainqueurs de poule. Donc l'OM, également Amiens, Valenciennes, Lyon, Nice et Brest. Notre adversaire sera Valenciennes ce dimanche à 15h. OL Le Havre, Nice, Marseille et Brest, Amiens pour le reste. Les féminines, pas de match cette semaine. Prochain match sera le 21 mai avec la réception de Nîmes à 15h sur de l'annexe Brice-Taton. La R1, elle a gagné 3 à Saint-Cyprien avec Elana Chaïb qui ouvre le score à 19e. Isra Taleb double la mise à demi-heure et Laurie Clément inscrit le 3e juste avant l'heure de jeu. Elles réduiront la marque à 3-1 dans le dernier quart d'heure. Au classement, les Toulousaines profitent de la défaite 4-1 de Latte et Aduruel pour passer première égalité avec les Latoises, mais une meilleure différence de but. Donc il y aura un petit multiplex de dernière journée, ce sera le dimanche 28 mai à 15h. Les Toulousiennes recevront Suzargues, avant-dernière sur l'axe 4 du stadium, tandis que Latte recevra Saint-Cyprien. Vu les plus de goal average particulier en faveur des Toulousaines, en cas de victoire, c'est le titre de champion assuré. On vous rappelle que les U19, elles, chez les filles, sont sur une fin de saison. Ensuite, on a une petite nouvelle mercato, on va dire, puisqu'on a un nouveau contrat professionnel. Ouais, Noël Amadi qui vient de signer professionnel au TFC. On a le TFC qui vient de communiquer dessus il y a quelques minutes. On a vu déjà une petite story qui a été faite, je crois, sur cette formation. J'ai vu de loin, j'ai vu passer surtout l'information. Ça fait un joueur de plus. Après Mawissa, Raj et Djouma sur le début de saison, il y en aura sûrement d'autres. C'est bien. Un de plus. Il avait été champion de France U17 l'année dernière, donc c'est dans la suite logique. La N3, on n'en a pas parlé, on y revient dessus. Nathan, on a fait un petit dep. On a fait un dep de N3 avec Castanet tous les deux. On n'a pas dormi en dep. On n'a pas dormi en dep parce que sur le 24 c'est un peu dangereux. On est arrivé là-bas. Bon, déjà. Le foot qu'on aime. Le foot qu'on aime. Sans les chipots, les merguez. Ouais. Les frites. Les frites, ouais. Le pesage. Ouais, le pesage. Le match en pesage. Non, très, très bonne expérience. Très beau complexe à Castanet aussi. Ouais. Bon accueil. Mais très pro avec la billetterie. Voilà. Des abonnements. Les abonnements aussi. Ouais. Non, on a passé une bonne après-midi. On a vu du beau foot en plus. Donc, je sais pas si tu veux nous parler du sportif. Non, c'était très bien. On va enchaîner. Donc, le match, beaucoup d'intensité. Un match très rugueux et très physique. Quand même, un bon match de N3. Beaucoup de fautes, pas de grosses occasions, mais un match agréable à suivre. Tu es d'accord avec moi ? Ouais, assez d'accord. Surtout, je trouve, plus focalisé sur le TF, mais la philosophie de jeu côté TF m'a beaucoup plu. On sent que c'est vraiment calqué sur les pros. Ça jouait beaucoup au sol, assez vite, dans les espaces, dans les transitions aussi. C'était très intéressant. Castanet, c'était très fort physiquement. D'ailleurs, ils ont voulu jouer le match sur ça. Il y a eu quelques coups. C'est vrai, quand on est en bord de terrain, on voit que c'est quand même un championnat qui est très physique à la N3. Après, moi, j'ai bien aimé l'activité des offensifs toulousains. Zuliani, je crois, le 11. Zuliani, ouais. Sur le côté. Zuliani, ouais. Et Bentama qui marque son but. Très joli but avec sa reprise de haut but. Je crois qu'il y a un peu de haut but. Il met une petite reprise. Côté, physiquement intéressant aussi. Donc, ouais, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille voir jouer la réserve. En plus, fin de saison où il y a quand même beaucoup de choses à aller chercher du côté de la réserve. Mais super moment. Et puis. Voilà, on peut se régaler en allant voir du foot amateur aussi, ça nous l'a bien prouvé ce week-end. Victoire très importante parce que Béziers a gagné dans
dans l'autre rencontre. Ouais. Donc on avait une compo Justin Lacombe, Mopila, Nassim Lamniki, Yanis Zonungan, Nicolas Westbauer, Gaël Ramad était capitaine, Alessia Ntama, Kylian Wattel, Warren Ngaku Ngaa, Timre et Edi Zuliani. Intéressant, moi dans les tops, j'ai mis Ntamak, Zuliani et Westbauer que j'ai beaucoup apprécié derrière, que j'ai trouvé assez serein et assez bon techniquement aussi dans les relances. Dans les petits flops, je mettrais Wattel et Ray que j'ai trouvé un petit peu en dessous, mais c'était bon, c'est du flopiné quoi. Ray particulièrement, genre, on s'est fait la réflexion, il voulait pas donner la balle à Zuliani. Il fait 3-4 appels, jamais servi le pauvre. Après, il a quand même fait un bon match Zuliani, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir des occasions plus franches. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'occasions franches d'arrêt de gardien, mais c'était quand même, au-delà de ça, c'était très agréable à suivre. T'en as 2-3 du côté toulousain quand même, 2 de mémoire. C'est surtout aller chercher dans les pieds les ballons dangereux. Et pour la petite histoire avec Mopila aussi, ce qu'il faut savoir c'est que c'est ça aussi le foot amateur, je sais pas si tu travailles l'histoire de la touche. Je vous remets le contexte, une touche pour le TEF, donc on est en pesage, donc on est juste à côté, et un mec à côté de nous lui dit allez tu vas y arriver, et il arrive, il fait franchement je suis pas sûr. Et il loupe la touche, et 30 secondes après, une nouvelle touche. Le mec lui dit, t'as une deuxième chance. Il dit, non, mais là, c'est bon, ça va le faire. Il la reloupe. Et à la troisième, il a réussi. Il nous montre le point comme ça. Enfin, c'était un petit échange très, très simple et très, très sympa. Et c'était assez rigolo. En tout cas, on a passé un bon petit moment et c'est surtout une très belle victoire, très importante, on vous le rappelle. Castanet 4e avant le match. Donc, c'était pas le match facile, comme on l'a dit, assez rugueux aussi. Donc, c'était le match où c'était impératif d'aller chercher les 3 points pour espérer la montée. Et c'était une belle victoire puisqu'ils sont toujours premiers et en course pour la montée en N2. Messieurs, on va enchaîner avec le match du week-end qui était Toulouse-Nantes. C'est pour frapper fort. Je t'ai pas posé la question, Adrien, est-ce que des fois ça t'arrive d'aller voir la N3 ou les jeunes ? Non, ça m'arrive pas, je suis honnête avec toi. Mais tu as raison. Je vois les scores quand le TEF publie les scores. Donc ça m'intéresse de voir les scores. Et puis il me semble que mon ancien club, j'ai joué à l'Union, est dans la même pool que le TEF. Ils sont en N3, ouais. Donc j'avais ils sont en plus dans le mal, l'Union. Ouais, c'est bon. Ça joue le maintien. Voilà. On va dire qu'on a atteint un des plus hauts niveaux que l'Union a jamais atteint, je crois, N3. Donc non, c'est déjà bien. J'espère qu'ils pourront se maintenir. Ça va être compliqué, mais je crois que je dis pas de bêtises, il y a encore un espoir. Oui. Je sais pas le nombre de descente, je ne connais pas exactement, mais il s'est quand même assez serré en bas de tableau, donc c'est pas fini du tout. Ouais, puis je connais le coach Greg Soroche, qui est un de mes anciens coachs que je salue, qui est un très très bon coach, donc j'espère que ça va le faire et courage à eux. Ouais. Et du coup, on repart sur les pros Toulouse-Nantes, messieurs. Un avant-match assez drôle, je ne sais pas d'ailleurs. Report du coup d'envoi, on enlève toutes les histoires autour des numéros arc-en-ciel, mais les démineurs ont dû intervenir qu'ils ont trouvé un colis suspect. Il se peut que ce soit des fumigènes qui ont été placés et pilotés à distance, donc une enquête est ouverte. Pareil, on met du gros conditionnel, on n'en sait rien. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites ça actuellement. Comment ? Il y a beaucoup d'enquêtes. Il y a pas mal d'enquêtes, d'ailleurs 90 l'enquête. 90 Apparemment, c'était une valise qu'ils ont retrouvée du côté de Nantes. 5-1. Voilà, excellent. Oui, on les embrasse. Cite des sources. On est arrivé. Moi, je suis arrivé. On est arrivé à quelle heure, Nathan ? 13h50. Ouais, 1h10 avant le match. On s'est dit on est en retard. Au final, on est en avance. Les grilles étaient fermées. C'était vraiment très bizarre, très particulier. C'est marrant parce que j'attendais porte 7 avec tout le monde là et le mec il croyait que je voulais rentrer porte 7 avec le fauteuil. Mais tu vas où toi ? Mais non, je suis là-bas. Ah, ok, t'es arrivé à quelle heure toi, Adrien ? Ça te surpris un peu de ce début de match ? Ouais, un peu surpris. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a pu boire un peu plus de bière avant le match. Bon, ça c'est le bon côté. Non, je pense que je suis arrivé une demi-heure avant le coup d'envoi de base, donc j'ai attendu 2 heures. J'ai attendu 2 heures. Moi, je pense que le club a fait du chiffre au niveau des buvettes. Il faut voir le positif toujours, évidemment. Le complot toujours. Non, c'était un peu long, mais bon, une fois qu'on est rentré après, c'était cool. 27 000 spectateurs étaient présents. Soiseau était absent de dernière minute. Tout le monde s'est dit ça y est, lui aussi, il veut pas porter le maillot. Non, il est juste devenu papa d'un petit Augustine né ce week-end. Un hommage à Rogel ou pas ? Oui, fils de Gabi Soiseau et de Gabriella. Il marche pas droit, il se replie pas défensivement, c'est le même. Oui, c'est moi ça. La compo, messieurs, Dupéro, Nicolas Senkamen, Dessler, Spiring, Siro, Jean-Ro, Ratao, Ado, Dalinra sont rentrés d'Ayagure, Van den Moen, Bierman, Sevic
et Shaibi. Donc après un quart d'heure avec beaucoup de rythme, Simon alerte Dupé dès les 2 premières minutes de jeu. Nicolaisen lui trouvera Lafont sur un corner en début de match. 14 minutes, frappe au-dessus et Dessler tacle un petit peu en retard. Péno ou pas péno moi sur le direct, dans le stade, j'ai eu un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Mais est-ce que vous sifflez ou ça siffle pas? Très bonne décision de l'arbitre. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. C'est pas fou non plus. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler en fait. C'est vraiment l'appréciation de l'arbitre selon moi. Certains arbitres sifflent, il n'y a pas scandale. L'arbitre siffle là, il n'y a pas scandale non plus. Pour moi, c'est pas c'est un peu un entre-deux. Voilà. C'est pas une erreur manifeste. C'est pas une erreur manifeste, mais je pense que ça aurait été sévère d'accorder un penalty là-dessus. Il a plus le ballon, Dessler touche le ballon avant et Blas tire et Dessler dans un deuxième temps le tacle. Je pense que c'est le juge l'arbitre. Pour être honnête, j'avoue que j'ai pas revu les images, mais c'est vrai qu'en direct depuis le stade, non, je pensais pas. J'y ai pas trop cru, honnêtement. Moutoussamy tapera la barre juste après, donc une grosse possession toulousaine, 73% à la 20e minute, mais c'est les Nantais qui sont les plus dangereux en contre-attaque. Castelletto qui met un bon tacle de pied décollé à l'ancienne sur Spearings et qui prend rien. Ouais, là par contre. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur manifeste? Ça, c'est une erreur. Jaune au moins, non? Je sais pas. Pour moi, il y a un jaune et rouge. Je suis d'accord. Ouais, c'est un jaune bien orangé. Jaune minimum, quoi. Ouais. J'étais très surpris que personne le rappelle pour dire gros, là, c'est pas possible juste de laisser passer ça quand même. Mais je pense qu'il a essayé. Tu le vois, il va discuter avec lui, etc. Il a usé de pédagogie en mode bon, là, attention, la prochaine, t'es mort. Mais le tacle, il est vraiment pas maîtrisé. Pas maîtrisé, il est. Ouais, t'as les 2 pieds décollés. Excès d'engagement, on va dire. Ouais, de ouf. Et puis, du tape il lui pète la cheville. Il lui prend la cheville. Ouais. Qui mette pas le rouge, pourquoi pas? Putain, tu mets un jaune. Je sais pas. Le rouge aurait pas été scandaleux, clairement. Ça mérite au moins un jaune. Ah ouais, ça c'est sûr. Ce qui est scandaleux, c'est de rien mettre, moi je trouve. Exactement, ça oui. Bon, on est d'accord. En tout cas, Castelletto restera dans le match. Mi-temps 0-0, un rythme. TFC qui a le ballon, mais Nantais qui sont quand même plus dangereux sur cette première mi-temps. En seconde mi-temps, c'était un peu plus compliqué. On essaie de faire sauter le verrou, mais sans grande réussite. Un TFC qui officialise son maintien, messieurs. Ça y est, c'est officiel. Champagne, on reste en Ligue 1. Mais surtout, quels sont vos amis sur ce second 0-0 d'affilée? La crise, c'est le moment. Non, ça nous avait manqué les 0-0, les petits matchs. Après, c'était pas un vrai match de merde pour 0-0. Il y avait quand même du rythme. Il y avait quand même beaucoup de rythme. C'était agréable à suivre aussi. La deuxième mi-temps, peut-être un peu plus chiante, un peu plus molle. Mais sinon, de notre côté, il nous a manqué un petit peu un poil de réussite. Après, j'ai l'impression que les joueurs, le maintien est acquis. On a gagné une coupe. Je pense qu'il y a quand même un relâchement qui fait que si on n'est pas maintenu et qu'on a 3 points d'avance sur Nantes à ce moment-là de la saison, je suis pas sûr que l'intensité soit la même et que le score finisse à 0-0. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça reste un match globalement maîtrisé. On a quand même passé une bonne après-midi. On a vu un match assez sympa. Il y a eu des 0-0 pires. Ajaccio, typiquement. Oui. On peut pas faire pire qu'Ajaccio. J'ai vu il y a des joueurs impliqués. Il y avait au milieu de terrain, on leur a quand même marché dessus. Ils ont eu beaucoup de mal à respirer. Nantais, ils ont parallèlement, ils ont eu les occasions les plus franches, notamment en première mi-temps. Mais on a été présent dans l'intensité, les duels. On y reviendra aussi sur les tops et les flops. Mais c'est une équipe assez sérieuse. On sent qu'il y a du relâchement, surtout au niveau offensif où on veut moins aller presser l'adversaire, on veut moins aller récupérer haut le ballon et se projeter, mais on est quand même une équipe assez sérieuse et ça m'inspire ça, 0-0. Il faut aussi mettre au crédit des Nantais leur bonne défense. Ils ont su faire le dos rond jusqu'à la fin. C'est vrai qu'en seconde mi-temps, on s'est plus rendu compte qu'ils avaient mis le bus, clairement. On voyait les 10 joueurs plus l'avant-centre qui était un peu plus un peu plus devant forcément, mais surtout les milieux et les défenseurs qui bétonnaient, quoi. Ils étaient très satisfaits du match nul. Donc difficile de percer le verrou. Alban Lafont a quand même été assez sollicité. Il a su sortir les bonnes parades. Voilà, ça il faut quand même le préciser quand même. Mais sinon, après, il manque peut-être en fin de match cette petite envie d'aller gagner à tout prix, quoi. Ça vous inquiète pas de 2-0-0 d'affilée, d'être un peu mieux en attaque? Un peu. Honnêtement, moi j'ai trouvé
quand même un match assez intéressant, beaucoup d'intensité au milieu, comme on le disait tout à l'heure. Après, je pense que c'est des matchs qu'on n'a pas l'habitude de vivre au TFC, c'est-à-dire autant de possession. Voilà, on joue très vite, on sait se projeter très vite vers l'avant. On sait construire des actions aussi, mais je veux dire, voilà, il manquait d'intensité devant, je trouve. Et comme tu disais tout à l'heure, au niveau du pressing aussi, c'est-à-dire qu'on récupérait les ballons tranquilles. Nantes imposait pas non plus un rythme fou. Comme tu l'as dit, ils ont mis le bus. Moi, je trouve que c'est des matchs qui peuvent nous servir pour la suite à analyser et se dire, ok, quand on est dans un cas où on a autant de possession, comment on se positionne devant, comment on attaque, etc. Des actions un peu plus construites avec beaucoup de possession derrière. On a encore ça, je pense, à travailler. Et tactiquement, ça peut être intéressant parce qu'on va avoir des matchs comme ça l'an prochain, je pense aussi. Donc, ça peut être à travailler, quoi. Ouais, j'ai un petit flashback en me rappelant du match parce que c'est vrai que j'étais positionné porte 11, donc c'est vrai qu'en deuxième mi-temps j'ai pu voir vraiment toutes les offensives toulousaines. Tu t'approches du virage, hein. Ouais, petit à petit. C'est la deux ambiances. C'est vrai que je me fais la réflexion maintenant, mais beaucoup de centres qui n'arrivaient pas à destination. Ah ça, je te rejoins entièrement. Je suis sorti du match très frustré. Je me dis pourquoi on a fait une trentaine de centres, j'ai pas le chiffre exact, hein, et que au bout d'un moment, tu te rends compte que, ça passe pas. Et en même temps, on a discuté tout à l'heure en off. Ce que je disais, c'est que les Nantais étaient vraiment reliés dans l'axe. Donc, quand c'est comme ça, tu dois passer par les côtés. Mais quitte à passer par les côtés, putain, mets de la présence dans l'axe. Justement, c'est ce que je disais. Il manque un peu cette envie en fin de match de gagner. Mais pas qu'en fin de match. Un manque de créativité. Un manque de créativité. Pas de créativité. On voit que les centres sur le côté passent pas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, tenter des frappes de loin? Mais ça passe. Alors oui, mais ça passe pas parce que tu as un mec au milieu de 6 jaunes. Mais en 3, 2, 4, je sais pas. Mais plus de présence aussi. Après, grâce à la BFS, les 6 jaunes ou pas? Après, faut pas oublier que tu joues sans Shaibi, sans Abouklal, sans Vandenboomen, sans De Jagereux, qui rentre après en cours de match. Mais je pense qu'aussi ça joue dans l'activité offensive. Il y a moins d'automatisme, même s'ils ont fait quelques matchs ensemble avec Siro et Jean-Ro. Je pense qu'on a un petit peu cette mauvaise habitude d'avoir les centres qui arrivent parfaits, etc., avec des VDB qui envoient des galettes. Voilà. Je pense que oui, tu as raison, ça manquait d'intensité devant et dans la surface, au duel d'y aller, quoi, de rentrer dans le ballon, que le centre soit bon ou pas, au moins de se battre. Ça a manqué un petit peu. Voilà. Et d'ailleurs, très belle transition parce que Van den Boomen et De Jager étaient remplaçants. Est-ce que c'est un signe envoyé pour vous par Montagnier qui a déclaré il y a quelques semaines que si certains ne sont pas concernés, ils regarderont les copains? Pas de match la semaine dernière. On les attendait titulaires, à moins qu'ils aient soutenu peut-être à Bouclal ou pas, j'en sais rien. Non mais là on essaie de tout mettre sur la table. Mais moi j'ai l'impression qu'ils sont en fin de contrat. C'est pas une impression, ils sont en fin de contrat. Et est-ce que c'est pas un petit signal envoyé aussi par le coach là? Je vois pas d'autre explication. C'est surtout ça j'ai pas la réponse, c'est une vraie question. À part la question des prolongations ou de leur avenir sur le contrat, j'avoue que j'ai pas d'idée. Une faiblesse physique. Qu'est-ce qui justifierait ça? Je n'ai aucune idée. D'extérieur, c'est difficile, on n'a pas les éléments. C'est le coach après qui a pris les décisions. Certainement, je pense qu'on a des joueurs qui sont en train de négocier des contrats ailleurs, à Toulouse peut-être. Je crois que De Jager disait qu'il n'avait pas encore eu forcément de proposition. Enfin, on n'en sait pas plus. Parce qu'il veut. C'est difficile de savoir tant qu'il n'y a pas d'infos qui fuitent ou qui sortent, quoi. Et puis assurer la transmission aussi avec un Jean-Ro qui est au plus qu'au niveau depuis le mois d'avril. Siro qu'on attend de voir un petit peu plus. Donc il y a ce côté-là aussi du joueur en confiance. Il mérite aussi d'avoir du temps de jeu. On sait pour le moment on est à 4 matchs de la fin de la saison, il n'y a toujours pas eu de prolongation. Donc forcément, c'est des joueurs qui auront aussi à se montrer l'an prochain. Donc voilà. Mais t'envoies un message quand même. Oui, non, mais le message est envoyé. Ton capitaine, ton meilleur joueur. Et quelques semaines avant, tu dis les mecs qui vont trop parler de leur contrat et qui en gros veulent trop penser à l'avenir et garderont les copains. Et là, tu as tes deux meilleurs éléments de la saison qui sont sur le terrain. J'ai rien contre Jean-Ro Siro qui, un fait un très bon match et l'autre, on attend un peu mieux. Mais il y a quand même, moi je trouve, il y a quand même un truc. Spearings et Titu par exemple à côté, tu vois. Je pense qu'ils sont préservés pour la Coupe d'Europe déjà. Donc on commence à. Non, mais bien sûr que le message est envoyé, le message passe. Et voilà, ça doit être en train de négocier. Donc. Ouais. Voilà, enfin, moi, pareil, je vois que ça comme message. Parce qu'à la limite, après le match de coupe, tu fais souffler, bon, tu peux comprendre, mais là, bon,
te dis C'est quand même. qu'Ajaccio sont très fatigués. Après, est-ce que tu vas éviter aussi une blessure j'y crois pas beaucoup parce que tu es en fin de saison, même si bon, ça peut être emmerdant pour la suite. De toute façon, tu prends pas d'indemnité de transfert, c'est fin de voilà, moi j'ai été très surpris de l'intensité qu'a mis Nantes dans le match, surtout. C'est-à-dire que, je sais pas, à un moment donné, tu prends 5-1. T'as un peu de tu viens à Toulouse, tu te bats, tu rentres un peu dans les joueurs, tu joues les duels, tu joues le maintien. Franchement, ça gardait pas un ballon. Ouais. Côté de Nantes, c'était famélique quoi. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à toi de parler. D'accord. Quelques réactions sur les réseaux pour Freefly. Donc manque de précision sur l'approche des buts, mais match gagné par nos milieux. Pour BFS 31, j'ai vu une attaque-défense, mais sans Abouklal, Soazo, Vadbouben, Yagueré, Shaibi. Ça manquait clairement de changement de rythme, de percussion. On a invité le 0-1 dégueulasse en contre à l'ancienne, c'est toujours ça de prix. Ça pas assez combiné dans les petits espaces, il manquait trop de titulaires. On a Suika qui nous dit ce que je retiens du match. Lafont a mieux joué qu'au Stade de France aussi. Pas compliqué. Puis c'est vrai que l'absence entre guillemets surprise de VDB de Yaguereux, c'est presque passé inaperçu au vu de tous les événements qui se sont passés. Et c'est vrai que quand on a vu la composition, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Déjà Soiseau qui pareil avait disparu sans donner de nouvelles. Bon les 5 on savait qu'ils n'allaient pas jouer, mais c'est vrai qu'en plus de ça voir de Yagueré Van Den Boomen, je pense qu'il y en a quand même certains qui ont même fait le raccourci avec le problème sur le maillot arc-en-ciel en se disant est-ce qu'eux aussi ne seraient pas concernés. Enfin, à ce moment-là... Non, c'est rien. C'est des leaders de vestiaire. C'est ton capitaine et ton deuxième leader. Zakaria est important dans le vestiaire. On ne sait pas. C'est surtout qu'à ce moment-là, on ne sait pas. Donc, oui. Après, les latéraux aussi, je trouve que dans des matchs comme ça, c'est les solutions, elles doivent venir aussi des latéraux qui montent, qui amènent le petit plus offensif. On l'a pas assez vu. Donc je pense qu'aussi le manque de Soazo sur le match, il s'est fait ressentir clairement, offensivement. Pourtant, Kamanzi qui était plutôt. Je trouve que Kamanzi était meilleur que Dessler, tu vois, par contre. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, dans la percussion, je trouve qu'ils n'ont pas apporté le petit plus offensif qui fait que tu crées le décalage, quoi. Et c'était souvent des centres avec une défense placée, quoi. Pour terminer là-dessus, vu qu'on parle de Kamanzi à gauche, que je trouve toujours très bon comme d'habitude, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il est en faux pied. C'est-à-dire que pour faire des centres, il faut qu'il revienne en arrière et que... c'est un pro, les deux pieds. C'est sûr, mais bon, par rapport à Soiseau qui arrive lui en fin de course et qui peut directement rabattre sur un centre, Kamanzi, il a toujours ce pas de côté qu'il faut faire pour faire un centre rentrant. Il centre peut-être mieux que celui-là avec son moyen pied. Un excellent Jean Roux et un excellent Spearings, d'ailleurs, comme étaient les violets du match. Messieurs, vos tops, vos flops. En top, moi j'ai mis Jean Roux, Spearings et Palois parce que je trouve que Palois, il nous a bien, c'est lui qui prend bien anéanti d'Alinkra et s'il n'a pas marqué, c'est à cause de lui. C'est dommage à Clément. Non. Pardon, je sais pas, être arbitre, Palois, parce qu'il chauffe que ça y est, le pauvre, il peut pas tout faire. Moi, je te dirais Spearings et qui prouve que ce sera le plus dur à remplacer des trois. Il va rester Spearings. J'espère. Henri nous met Nicolaisen en plus aussi dans les tops. Il a également mis Jean Roux. Pour Freefly, on a aussi Spearings et Jean Roux. C'est ce qui revient le plus. Spearings, masterclass, ce qu'il fait. Excuse-moi. Non, vas-y, t'inquiète. Non, je suis d'accord. Moi, j'aurais mis en numéro 1 Spearings. Il fait son match comme d'hab, j'ai envie de dire. Et en profondeur qu'il a vraiment fait de match. Ouais. Et Jean Roux, très bon. Je trouve que avec un peu de temps de jeu, il peut faire des très beaux matchs. Voilà. Après, ce qui va passer le step, c'est-à-dire le petit truc qui fait qu'il va. Il entre, moi je trouve. Voilà. Sans blessure, là, Jean Roux en bonne santé montre qu'il a quand même un petit truc. Même physiquement, ça progressait. Et après, Palois, Lafont qui fait quand même un bon match. Oui, c'est vrai. Franchement, faut se le dire. Je peux pas le mettre en top parce que malheureusement il a tout gâché. À un doigt d'être l'homme du match. J'ai deux petits coups de cœur aussi. Allez, on a parlé de Kamanzi vite fait, qui confirme la montée en régime de Kamanzi. Et également Rouault du coup qui je trouve il a été propre dans ses relances aussi et dans ses duels face aux attaquants nantais. Il était au rendez-vous, surtout qu'on l'avait un peu décrié ces derniers temps sur son niveau de jeu, donc voilà, c'est à noter, il revient au niveau. Dans les flops, c'est plus des flopinés pour moi. J'ai mis Dessler que je trouve un peu moins tranchant par rapport à Kamanzi, même s'il fait son match. Siro qui, tu sens qu'il y a des bonnes choses, mais tu en attends un peu plus. Et Ado, ce que j'expliquais à Vincent en off, c'est que je pense que Ado il fait un super match, mais il a tellement de déchets dans son dernier geste
qui fait qu'il devient un flopiné, alors que s'il était juste un tout petit peu plus juste techniquement, il peut sortir du match avec un but et une passe d'ess. Et c'est vraiment dommage, mais je trouve qu'il est quand même encore en progrès, il est quand même intéressant et généreux des gestes à chaque fois. Ouais. Il y a quand même un moment où il tente une reprise de volée en une touche, elle est super compliquée à mettre. Ouais. Même il y a un moment, il y a un jeu à 3 où tu as Genro qui met pour Sierro, qui envoie pour Ado, et Ado en une touche la remet pour Genro. Elle est trop longue. La balle est mauvaise, mais tu vois, un peu plus de justesse technique, ça va dans les pieds, ça peut faire une vraie occasion. Ouais, de diversité, quoi. Je trouve qu'il essaie de rentrer, il a l'envie. Il a envie, ça tu peux pas lui enlever, clairement. Après, voilà, je pense qu'on atteint une limite technique, malheureusement. Il a quand même eu sa chance cette année. Il a quand même fait quelques matchs, même si. Je pense qu'il a un petit peu atteint son plafond de verre, peut-être. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on arrive un peu à la limite. Après, voilà, on peut toujours s'attendre à du mieux. Mentalité au top. Moi, c'est un mec que j'ai envie de garder pour l'année prochaine, parce que je pense que c'est un gars qui pourra dépanner sur des bouts de match et sur les turnovers, les trucs. Même sur le demande d'être décisif. Rien qu'au niveau état d'esprit, quoi, je trouve, même s'il y a du déchet, c'est le genre de joueur dans un vestiaire qui est important. Si je peux permettre, s'il te plaît, j'avoue qu'en flop, je suis assez surpris de voir Dessler. Moi, personnellement, je l'aurais pas mis en flop. Parce que je rejoins ce qu'a dit Adrien tout à l'heure, c'est sur les latéraux. Sur ce genre de match, tu dois apporter un petit plus. Et Dessler, il a eu plus d'une centaine de ballons, mais si tu regardes, c'est beaucoup de passes vers l'arrière, beaucoup de passes simples, etc. Et je trouve que par rapport à Kamendi qui a apporté plus de centre et plus de danger, j'ai trouvé Dessler un petit peu en dessous. Mais c'est deux profils totalement différents. Un flopiné, on a sur l'impact offensif, peut-être. Après, il faut pas non plus oublier toutes les interventions défensives qu'il fait, où il stoppe je sais pas combien d'attaques nantaises. C'est toujours très propre dans ses relances, dans ses contrôles. En fait, c'est ça. Il est propre. Par rapport au reste de l'équipe, peut-être un tout petit peu en dessous, en tout cas par rapport au niveau qu'on le connaît, auquel on a pu le voir, mais c'est vraiment très léger. Non, bien sûr, mais bon, moi quand je vois Kamendi, j'attends du coup un peu plus de lui, et je pense que Kamendi est en train de lui passer doucement devant, malgré tout le bien que je pense de Dessler. On va enchaîner, on va faire notre preview, on va présenter l'OGC Nice Toulouse qui est le match de ce dimanche, on va accueillir Maxime Tilliette, correspondant RMC Sport. Mais avant. Rentrée, en rouge, va tenter quand même la frappe. Et derrière on est avec Maxime qui est avec nous. Comment ça va, Maxime? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors on est sur un format à l'ancienne, puisqu'on a mis le portable avec à côté du micro. Mais bon, on va se débrouiller. Est-ce que déjà tu peux un petit peu te présenter, Maxime? Oui, déjà salut à tous. Je suis correspondant pour RMC Sport dans les Alpes-Maritimes, donc je suis de saison l'AS Monaco et l'OGC Nice. Suivi quasi quotidien de ces deux clubs qui animent un petit peu le championnat. Donc Nice était nos premiers adversaires, ils ont connu une saison assez irrégulière, en Europe, qualifié en Europa League, renvoi de Lucien Fabre à la mi-saison, la révélation de Didier Digard, un parcours européen, on va dire, intéressant, mais avec une petite déception en quart de finale face à Bâle. Est-ce qu'il y a des regrets côté niçois ou pas? Oui, énormément, parce que tu l'as dit, cette saison elle a commencé, il y avait forcément de l'ambition, quand il y a Ineos derrière et ainsi de suite, ça sortait quand même d'une saison assez convaincante, avec une finale de Coupe de France aussi, et puis au final très vite de la déception, que ce soit dans le contenu, dans les résultats, et puis il y a Didier Digard qui a réussi à redonner un peu de sens et d'ambition à cette saison, parce que l'hiver dernier on pensait pas qu'il y aurait un intérêt sur la deuxième partie de saison, et finalement petit à petit il a redonné de l'intérêt en championnat, surtout en Coupe d'Europe. Alors en championnat depuis, il n'y a plus grand intérêt, mais en Coupe d'Europe, alors certes c'est la petite Coupe d'Europe, ils auront la chance de vivre une un peu plus belle la saison prochaine, mais en Conference League, passer des tours, ça a permis quand même d'atteindre ce quart de finale et de toucher quasiment du doigt la demi-finale. C'était une première depuis plus de 60 ans pour l'OGC Nice, et ça aurait pu devenir donc historique d'atteindre pour la première fois une demi-finale. Au final ça n'a pas été le cas, et quand on se retourne sur ce parcours, au final on se dit quand même qu'il n'y avait pas non plus d'adversaire, il n'y a pas eu d'exploit, c'était quand même le Sheriff Tiraspol et ainsi de suite, c'était pas non plus un parcours incroyable
quand même pas mal de regrets, surtout au vu des scénarios où Nice était devant et aurait dû passer s'ils avaient tenu bon dans les dernières minutes. Mais ça reste une Coupe d'Europe quand même si le tirage, on va dire, c'est facile. Quand on voit comment nos clubs français galèrent dans les Coupes d'Europe, il faut quand même les passer aussi les tours. Et quand tu vois le dernier carré aussi, c'est frustrant. Ouais. La FIO et tout. Ouais. Aujourd'hui, du coup, Nice est 10e. Merci de Reims, mais à 2 points de la 8e place aussi. C'est quoi l'objectif des 3 dernières journées pour l'OGC Nice ? Il n'y a pas vraiment d'objectif sur le classement. À Nice, on parle évidemment de jouer chaque match pour le gagner, patati patata, mais c'est plus vraiment en réalité pour préparer la saison prochaine. C'était la mission première de Didier Digard quand il a été nommé, et ça l'est toujours, préparer au mieux cet effectif pour anticiper le début de la saison, chose qui n'a pas vraiment été faite la saison passée, et donc voilà, essayer de préparer au mieux, de développer certains jeunes, et puis aussi de voir si Didier Digard va poursuivre ou non l'aventure. Ouais. Voilà, c'était sur ces derniers matchs de la saison là où on allait encore le juger un peu plus. On parlait de Graham Potter, l'ancien entraîneur de Chelsea, sur les tablettes de Nice. C'est toujours c'est le cas, ou Didier Digard peut être un vrai choix aussi côté niçois? Il y a la possibilité que Didier Digard reste, c'est totalement probable. Après, aux yeux d'Ineos, Didier Digard, ça évoque pas grand-chose. Imaginez depuis l'Angleterre, la carrière de Didier Digard n'a pas non plus permis aux dirigeants d'Ineos, qui sont pas non plus les grands spécialistes de foot, de savoir qui il était et qui il est à Nice, même s'il est très bien implanté ici. Donc il y a la possibilité qu'il reste, mais Ineos pousse quand même pour qu'il y ait du changement. Ghisolfi de son côté aussi étudie pas mal de profils, donc c'est fort probable que ça bouge, surtout que malgré tout il y a une immense déception sur la demi-finale face à Bâle ou sur le quart de finale. Le lapsus quart de finale n'est pas passé. C'est quoi les points forts cette année de Nice? Depuis notamment l'arrivée de Digard, c'est la capacité à aller chercher, presser haut et être très efficace sur les pertes adverses, on va dire, provoquer les pertes de balles adverses sur le pressing et derrière les exploits des joueurs comme Mofi, comme Laborde, qui se battent beaucoup, qui travaillent beaucoup pour l'équipe. Après, c'est vrai que sur ces dernières semaines, il y a eu quelques soucis d'efficacité où Nice se créait des situations, mais avait vraiment beaucoup de mal à transformer les occasions. Sinon, sur les points faibles, je dirais c'est la gestion de la profondeur, avec une défense, notamment Dante, qui vient de prolonger, qui a 39 ans, et pour défendre, courir vers son but, c'est pas toujours évident. Il y a Todibo qui est là pour colmater les brèches, mais bon, il lui arrive aussi de pas toujours remporter tous ces duels. Et puis il y a Kasper Schmeichel dans les buts qui lui pour le coup ne sort pas. Il sort rarement de ses 6 mètres, donc c'était vrai que défendre et gérer la profondeur, c'est pas évident pour une équipe comme Nice. Les points faibles du coup du côté niçois, ce serait donc la profondeur, et tu vois un autre point faible vraiment marquant où le TFC pourra appuyer ce week-end? Je vois que de ce qu'on a pu voir, c'est que Toulouse est une équipe très joueuse. Kefren Turam ne sera pas là dans l'entrejeu. Je pense qu'au milieu de terrain, ça ne m'étonnerait pas que vous remportiez la bataille, ce qui est probable. Donc voilà, il y a quelques petites absences. Il faut voir aussi l'implication sur ces fins de saison où il n'y a plus forcément un grand enjeu, où parfois on a la tête ailleurs. Donc il y a beaucoup de probabilités sur ce match, ça reste assez ouvert. Est-ce qu'il y a un joueur à suivre là sur cette fin de saison et pour la saison prochaine côté niçois? Oui, depuis quelques semaines, il y a un petit jeune qui a 18 ans tout juste, qui les a fêtés il y a pas longtemps, qui est arrivé libre de Lille pour signer son premier contrat pro à Nice l'été dernier. Il s'appelle Badreddine Bouanani. Alors on l'a pas vu du tout sur la première partie de saison avec Lucien Favre. Puis petit à petit, il a eu un peu de temps de jeu. Il est ailier droit, il repique sur son pied gauche. Il a profité notamment de la blessure, des pépins physiques de Nicolas Pepe. Et puis petit à petit, il s'est montré. Il a su. Là, il est à il me semble 4 passes décisives. Didier Digard attend de lui qu'il fasse trembler les filets, c'est ce qui lui manque encore un peu, mais il est très provocateur. Il repique souvent sur son pied gauche, que ce soit pour donner des ballons souvent vers le second poteau ou sinon tenter sa chance. Mais c'est un joueur, un petit ailier de poche qui est très remuant et qui sur ces dernières semaines, ces derniers matchs, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles les Niçois se mettent devant la télé ou vont au stade pour avoir cette petite étincelle, parce que sinon c'est sûr que l'équipe finit la saison tout doucement.
Quel est ton regard, toi, sur le Toulouse Football Club par rapport à cette saison, bon, hormis tous les problèmes extra-sportifs que nous avons depuis quelques temps, mais vraiment sur le sportif, c'est quoi ton regard? Même si c'est dur de fermer les yeux sur les problèmes extrasportifs, mais c'est vrai que vu d'ici et quand on suit le TFC à distance, on voit une équipe qui est sur la lancée de sa montée et belle saison en Ligue 2, poursuit sur ce même projet avec beaucoup de jeux, un jeu très alléchant, et c'est plaisant de voir que ces équipes-là sont récompensées, que ce soit en Ligue 1, parce que le maintien a été très vite assuré là depuis quelques semaines. Bon, forcément il y a un certain relâchement, mais c'est surtout aussi ce qui vient récompenser tout ça, la manière en plus qu'on voit la façon dont Nantes s'est fait balader en finale, on comprend la logique. Alors oui, évidemment, derrière on parle forcément du projet, de la data, de Comoli, de tout le travail qu'il y a derrière. C'est un projet qui est rafraîchissant dans le foot, qui met voilà, c'est bien que des clubs qui n'ont pas les moyens des plus gros du championnat arrivent à se battre avec leurs armes et ont des idées. Voilà, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, et ça semble être le cas à Toulouse. Est-ce qu'il y a un joueur que tu voudrais mettre à Nice, lequel tu peux en prendre un, tu nous prends qui et pourquoi Zakaria Bouklal? Non, je rigole pour Zakaria Bouklal, mais si tu dois en prendre un, parce qu'il y en a pas mal qui sont en fin de contrat. Ouais, je sais que vous voulez le refourguer un peu partout là, je crois. Mais non, Branco van den Boomen, c'est vrai qu'au milieu de terrain, j'imagine c'est un nom qui ressort souvent, oui. Parce que notamment de passes, je pense qu'à Nice il y aura des besoins dans l'entrejeu, donc c'est un profil intéressant avec la tête levée et capable de distiller des bons ballons, ce qui parfois a pu manquer cette saison, quoi. Amener du lien entre le milieu et l'attaque, et je pense qu'il coche ces cases là. Après, il me semble que dans quelques semaines peut-être il sera libre de tout contrat, donc on va voir si ça peut se faire. Allez, on va passer au prono. On va commencer avec toi, Clément, en cabine. On terminera par toi, Maxime, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Clément, pour ce match de vacanciers entre Niçois et Toulousains, qu'est-ce que tu pronostiques? Écoute, un score de vacanciers, ça me fait mal au cul, mais je vois bien un petit 3e 0-0 d'affilée. Ah non. J'ai pas envie, mais on est sur une dynamique qui me laisse penser que. Okay. Et Nice pareil. Nathan. J'allais dire 0-0, mais je vais partir sur un partout. Un partout, voilà. On ouvre le score en première mi-temps. Nice va égaliser, 65e. Ah, t'as le temps. Ah, mais je vois un peu le genre de match. Ouais. Tu me demandes pas le buteur? Si, vas-y. Ratao. Okay. Le buteur de Nice? Mofi, ouais. Non, moi j'avoue que je suis pas très serein. J'espère me tromper, mais je vois 2-1 pour Nice. Vous voulez vraiment mon pronostic? Oui. Les deux dernières fois, j'ai annoncé un 5-0, un 4-0, il y a eu 2-0-0. Vous voulez vraiment mon pronostic? Je vais dire 0-0 et j'espère qu'on gagne 3-0. Bon, non, sérieusement, si on voit 2 buts dans le match, je serais déjà content. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Moi, je vois 2 clubs qui sont en fin de saison, quasi en vacances. Mais je vois aussi 2 coachs qui ont envie de préparer les saisons suivantes. Donc j'espère qu'il y aura du jeu. Je pense que Nice peut en proposer autant que Toulouse. Et je vois un bon match, mais malheureusement peu de buts. Je dirais un partout. Maxime, qu'est-ce que tu pronostiques pour dimanche? C'est vrai que j'ai noté aussi qu'il y avait une petite pénurie offensive de l'autre côté là en ce moment. Ouais. Et donc je vois bien Nice aller faire un bon coup, surtout qu'il y a eu le week-end passé à Strasbourg qui est mal passé, et voilà, il y a eu un peu de colère, surtout au niveau de la prestation qui a beaucoup déçu. Donc voilà, je les vois bien réagir, les Niçois, avec des Toulousains qui vont peut-être se projeter et devoir gérer un terrain Mofi qui est capable de faire mal en contre-attaque et de profiter de certains espaces dans le dos. Donc aller un petit 1-0 avec un but de Mofi pour Nice, c'est ce que je vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup Maxime d'être intervenu dans l'émission. On te souhaite une très très bonne soirée et bon match pour dimanche. Merci, vous aussi. Et puis savourez bien, félicitations, c'est énorme ce que fait le TEF cette saison. Ouais. Et je pense que vous avez dû prendre votre pied. On vous a vengé pour les 5 buts en finale. Parce que c'est pas tout le temps le cas, vous le savez. Vous avez connu des années difficiles, comme un peu tous les clubs, et quand c'est les belles années, il faut en profiter. Ouais, je peux te dire, sur l'échelle du kiff, on est bien là. J'imagine, ouais.
Allez, ciao, bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Ciao, à plus. Salut les gars. C'était Maxime Sillet, du coup correspondant à RMC Sport sur la Côte d'Azur, messieurs. Les NVDRS, ils se déplacent, c'est 70 € pour les membres, 80 € pour les non-membres. Inscription via Hello Inso, les informations sur le Facebook ainsi que sur le Twitter. Pour ce match de vacanciers, nous aurons un live qui sera prévu au Danube, mon cher Vincent, et on a décidé d'innover un petit peu, on a décidé de proposer des petites animations. Qu'est-ce qu'on a prévu ? Beaucoup de choses. Déjà, il va falloir venir assez tôt. Il y aura déjà un petit concours de pronostics. Ouais. Il faudra venir nous voir à la table de commentaires et dire le score, les buteurs. Ouais. Et il y aura quoi à gagner pour Et les on aura gagnants une boisson à gagner au prix du bar pour le vainqueur du match. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en avant-match, il y aura peut-être pas que ça. Il y aura un happening incroyable. Ça s'appelle le Danube a un incroyable speaker. Nous vous demanderons pour l'entrée des joueurs, avant l'entrée des joueurs, pour annoncer la composition des joueurs, s'il y a des capots dans l'âme, des speakers qui vont venir, ils vont prendre le micro, ils vont pouvoir annoncer la compo dans le bar. Et bien sûr, tout le bar devra suivre. Il faudra du coup réviser le nom des joueurs. Et bien sûr, tout travail mérite son salaire. Donc vous aurez droit aussi à un verre. Une boisson au bar offerte par le Danube. Ensuite, juste avant l'entrée des joueurs, on s'est dit ça serait bien déjà que tout le Danube ramène des écharpes. Et qu'est-ce qu'on fait avec des écharpes ? Entendu, comme dirait la Fred. Et bien, dès que le joueur rentre, là c'est Canto, entonné dans tout le bar, tous ensemble, les écharpes bien haut, pour de se donner de la force, et parce que c'est sûr, ils nous entendront de là où ils sont. Ouais, et puis donc dimanche, il faut ramener son écharpe au Danube, puisqu'à 14h55, il y aura un tendu d'écharpe, un sécanto, le concours des pronostics de 2 heures avant le match jusqu'au coup d'envoi, jusqu'au coup de sifflet final. Vous pourrez venir donner votre pronostic pour pouvoir potentiellement gagner un verre. Et qui sera le Danube, un incroyable speaker. Et à la mi-temps, parce qu'à la mi-temps, c'est bien sympa d'aller pisser ou de fumer ou boire ou faire quelque chose, mais il y en a, ils n'ont pas envie de faire tout ça. Et donc, du coup, on proposera un petit débrief, mais surtout, avant de débriefer, un quiz. 3 thèmes sur les quiz qu'on a définis. On verra ce qu'on fait dimanche. Oui. Mais pour les auditeurs de la feuille de match, c'est du classique. Il y a du devine ton joueur. Il y a des compos. On va essayer de bosser. On va pas donner la facile. Hein. C'est pas la compo du match aller. Ce sera un truc un peu corsé, histoire de voir s'il y en a qui ont bonne mémoire et qui ont une bonne connexion internet sur leur téléphone. Donc, révisez vos classiques TFC. Ou rechargez votre téléphone. Et il y aura quoi le gagnant du quiz ? Eh bien, un verre, décidément. Exactement. Mais on est dans un bar, donc c'est sûr que c'est plus facile. Mais vous savez quoi, on aura même un sticker feuille de match, parce qu'on est généreux, la feuille de match. Que vous pourrez coller dans les toilettes. Et pour tu peux faire un petit truc pour la fin aussi. Pour la fin du match. Et la fin du match, on aura le gagnant avec nous du concours de pronostic qui aura droit à son verre, mais qui surtout viendra avec nous faire une petite photo. Il sera sur nos réseaux sociaux, ainsi que il pourra participer au débrief du match et nous expliquer comment il a parié tout ça et pourquoi il avait vu ce score-là. Ouais, ou pas. Avec le code promo Winamax, bien sûr. Exactement. Exactement. Voilà, donc rendez-vous au Danube dès 14h45, prise d'antenne. Nous, on y sera 1h30, 2 heures à l'avance. Donc vous pouvez venir avec votre écharpe, faire le petit concours de pronos et réviser vos classiques pour les grands quiz de la mi-temps. On va enchaîner avec l'interview supporter. Adrien, ça y est, c'est ton moment. Ça fait 1h15 que t'es comme ça. Je te vois, tu attends. Ça y est, c'est pour toi, c'est maintenant. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Adrien, quel âge as-tu ? J'ai 30 ans. Oh, 93 ? 93. Oh, très belle année. Très très belle année. Enfin, l'OM a gagné avec des champions quand même cette année-là, donc calme-toi. Non, naissance des Indians, naissance d'un super animateur et d'un super invité supporter. Adrien, tu es membre du Brix Festival qui aura lieu le 10 et 11 juin à Toulouse. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le Brix Festival ? Alors le Brix Festival, c'est un festival de musique électronique en plein air qui va se dérouler au Parc de la Mounède le 10 et 11 juin, donc à Toulouse. Voilà, Parc de la Mounède, métro Basso Combo. Ouais. On a quoi aller à pied, on va dire un petit kilomètre à marcher, sinon 2 heures de bus. Il y a les navettes, c'est magnifique. Voilà. Donc navette de Basso jusqu'au Parc de la Mounède. De Basso jusqu'au Parc de la Mounède. Si tu préfères marcher, tu peux marcher. Voilà. Sur le retour, c'est mieux. Ouais, sur le retour, c'est mieux. Exactement. Sachant qu'il y a un after prévu au bikini le samedi soir. Donc il y a aussi des navettes qui amèneront les gens au bikini. Voilà, c'est festival de musique en plein air en journée qui termine à minuit le samedi et direction le bikini pour l'after et 23h le dimanche. Et ça commence à quelle heure ? Ça commence à 14h.
Donc c'était un événement donc, d'après-midi et début de soirée, on va dire. Exactement. Depuis combien de temps ça existe le BRICS ? Alors le BRICS, ça existe depuis 2019. Malheureusement, on a eu le Covid au milieu. Ouais. Mais donc 2019, première édition, deuxième édition l'an dernier, on est sur la troisième là. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, on va dire. C'est nouveau, oui et non, parce que c'est un truc qu'on réfléchit depuis quelques années. On a monté un festival en Andorre qui s'appelle Hibernation avant ça. Et on a voulu continuer sur la lancée. On est toute l'équipe est de Toulouse. Donc voilà, on voulait un festival à la maison. Et puis on a lancé le truc en 2019, le temps de se structurer un petit peu. C'est quoi toi ton rôle dans le festival ? Alors moi je suis associé, donc je gérais toute la production du festival au début. On a petit à petit avec l'asso pu recruter un petit peu. Donc là aujourd'hui on a un directeur de production qui s'occupe de ça, donc il m'a permis énormément de me décharger parce que j'ai d'autres activités à côté. Et voilà, donc je suis associé dans le festival. Je gère également tout le montage et démontage sur place. Avec les Angèles, les Manitou, tout ça, on adore. Enfin, moi, je me régale en tout cas. Et après, voilà, donc rôle d'associé, quoi. Est-ce qu'il y a des gros artistes qui seront présents ou des artistes ? Alors, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais normalement, ceux qui écoutent un petit peu ce genre de musique électronique devraient reconnaître certains noms. Dans les noms connus, on a évidemment Stéphane Bodzin qui est quand même une méga star dans le milieu, qui fait un live qui est assez exceptionnel. Il y a Ento qui sera là, donc ça c'est plutôt cool aussi. Ouais, lourd. On a Carlita, Kevin De Vries, on a Umek qui sera là pour l'after au bikini. On a Panpot qui sera aussi au festival, donc côté un peu plus techno. Après de la scène montante, on a Dear Jade qui est en train de tout casser en ce moment. FK, grande figure de la scène, notamment gay, parce qu'on est aussi sur le week-end de la Gay Pride, donc que je salue, avec qui on fait un partenariat cette année. Je salue les organisateurs. Just Lorraine, Nandou, Olympe, voilà un petit peu. Et on grosse programme. On sera aussi Plein Phare sera présent pour les 10 ans de l'assaut. Donc je les salue également. C'est quoi l'assaut ? Plein Phare. Ouais. Pas mal d'artistes qu'on connaît ou pas pour certains, mais est-ce qu'il y a aussi des premières scènes, j'exagère peut-être un peu, mais des nouveaux ou du locaux, j'ai envie de dire, des gens de Toulouse et de la région. Est-ce qu'il y en a qui, peut-être pas se lancer sur un BRICS, mais ou peut-être pas trop loin de ça ? Alors déjà, sache qu'on fait un DJ contest chaque année, et le gagnant donc du DJ contest sera présent au festival. Et on a également toute la scène locale qui est représentée. Avec chaque année, on sélectionne à peu près une vingtaine d'artistes de la scène locale qui vont jouer, parce qu'on a 2 scènes sur le festival, et donc ils vont jouer certains sur la main stage en ouverture et d'autres sur la deuxième scène. Et voilà, donc très content, et évidemment on essaie de pousser au maximum les artistes en local. Si un artiste nous écoute là et qu'il a envie de participer à tout ça, est-ce que tu as des dates ou des infos par rapport à ça pour essayer de pouvoir participer au concours ou pas, je sais pas. Alors le jeu concours là, il est terminé. Par contre, on va en refaire évidemment pour l'année prochaine. Faut nous suivre sur les réseaux, donc BRICS Festival sur Facebook, Insta, notamment. N'hésitez pas à nous écrire, on répond à tous les messages, et envoyez-nous vos sons, vos prods, etc. N'hésitez pas, on vous écoutera avec plaisir. Et si un artiste qui est chaud de nous remixer les jingles et le générique de la feuille de match, avec grand plaisir. Ouais, j'ai quelques artistes dans l'équipe, donc ouais, carrément, pourquoi pas, chaud pour ça. Très 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 chaud aussi. Chaud pour ça. Lors du week-end de la Coupe de France, donc c'était le 29 avril, le 30 avril, au bikini, il n'y avait pas un before, mais il n'y avait pas quelques artistes du BRICS. Ouais. On a organisé une petite sauterie au bikini pour fêter la victoire, on va dire. J'y étais, c'était peut-être une grosse erreur de ma part, pas par rapport au BRICS, par rapport à mon état de santé mentale et physique suite au week-end du Stade de France. Mais on y allait, on s'y échauffait et on était présents. Ouais. Et déjà, il n'y avait pas trop de monde. C'était un bikini pas plein, mais pour un dimanche soir, et c'était agréable, mais c'était cool. Et moi, je l'ai déjà fait le BRICS, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, je crois que c'était en 2019. Du coup, je pense que je l'ai fait. Je pense que c'était la première édition. C'est un festival qui est vraiment sympa, qui est vraiment accessible, qui est alors pas en plein centre-ville, mais Basso, on est quand même pas trop loin. On est accessible métro, le parc de la Mounette. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment c'est pas la ramée ou quoi, c'est vraiment un petit espace, mais c'est assez grand aussi pour y avoir tout le monde. Et il y a quand même du gros matos, il y a quand même du gros son qui est installé.
Et d'avoir ça à Toulouse, c'est quand même ouf. Mais écoute, on essaie de faire les choses bien. Surtout, on essaie de pas dénaturer le site parce que, comme tu l'as dit, c'est un parc qui est magnifique. Il y a des arbres qui sont magnifiques. Voilà. Et après, notre promesse commerciale, c'est la musique. Donc, évidemment, on met les moyens sur le son. On essaie de faire des belles scènes. On essaie de travailler la déco. Donc, cette année, on va retravailler encore beaucoup plus la déco. Et voilà. Et petit à petit, on grandit. Et j'espère que ça va continuer pour longtemps et que petit à petit, on pourra rameuter un petit peu tout Toulouse. Quelle place à la techno, enfin la musique électronique à Toulouse, parce qu'on sait que c'est une ville qui est quand même assez proche de Barcelone, où c'est quand même plus développé, on va dire. Quelle place ça a à Toulouse? Alors Toulouse, c'est toujours été particulier au niveau musique électronique et techno, parce que c'est beaucoup d'associations qui mènent la danse. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Je trouve ça très bien parce que tout le monde peut s'exprimer. Il y a une scène locale qui est très forte et très puissante. Contrairement à d'autres villes, il n'y a pas énormément de grands festivals. Alors depuis peu, il y a des festivals qui se sont montés, des gros qui sont arrivés, etc. Et moi, je trouve ça très bien. Je vois ça d'un bon œil. Et maintenant, la musique électronique à Toulouse, elle est régie principalement par les assos. Et c'est cool parce que ça rend des événements accessibles. Il y en a pour tous les goûts. Toulouse est quand même une ville très techno. Quand je dis techno, c'est une ville où les gens aiment quand ça tabasse, quoi. Aiment bien taper du pied. Ouais. Voilà, aiment bien taper du pied. Nous, on a un délire qui est un peu house to techno, donc on va dire aussi un petit peu mélodique, dansant, etc. On a évidemment de la techno, mais on essaie de ramener aussi ce petit côté exotique barcelonais qu'on a dans les soirées qu'on peut vivre à Barcelone, un petit peu à Toulouse. Voilà. Juste avant qu'on entame sur le côté supporter du TEF, comment ça s'organise un festival comme ça? Combien de temps en amont on prépare ça? Alors, je me dis pas que c'est pas en 3 semaines, mais c'est d'une année à une autre, des mois à l'avance. Il faut compter un an. Un an, à partir du lendemain du BRICS, on attaque déjà pour les artistes de l'année d'après. On fait des réunions débriefs, etc. On voit les points améliorés. On essaie de demander aussi, on fait pas mal de questionnaires auprès du public pour voir s'il y a des choses à retravailler. Et donc on va dire que ça se travaille, c'est un boulot d'un an avec des phases évidemment beaucoup plus fortes comme là en ce moment parce que ça arrive bientôt. Mais c'est un an de travail, clairement. Le BRICS, c'est le 10 et le 11 juin, donc au parc de la Mounette à Basso-Combo. Je pense que tu as mis les liens. Donc BRICSfestival.com. La billetterie est en ligne, c'est ça? Ouais, la billetterie est en ligne. Pour info, on a renseignez-vous auprès des Indians. On a fait un petit partenariat Indians. Donc vous aurez une petite promo pour tous les supporters du TFC. Donc voilà, on va vous balancer ça très rapidement, mais vous pourrez avoir des prix. Et puis voilà, ça ferait plaisir d'avoir toute la famille autour du TEF qui soit là, parce que sachez que dans l'équipe du BRICS, il y a pas mal de supporters du TEF, même des grands supporters. Donc voilà. Pour la petite histoire, j'avais croisé Roux au BRICS il y a 2-3 ans. Il est venu, il était. Ouais. Il est passé. On s'était croisés, on était en mode qu'est-ce que tu fais là, toi? Enfin bref. Qu'on embrasse d'ailleurs, Alex. On repasse sur le côté plus football, sur les quelques minutes qui nous restent. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Je me rappelle pas depuis quel âge, depuis tout petit. Mon premier match, c'était TFC Marseille. Et mon père m'a raconté, parce que j'ai très peu de souvenirs, il y avait Laurent Blanc qui jouait encore à l'OM, donc c'était il y a un petit moment. 99 Ouais. J'irais du 99, 98. Ouais, je pense que j'avais 5-6 ans, donc j'en ai peu de souvenirs. Mais on va dire, je suis né à Toulouse, donc tu es né à Toulouse, tu supportes le TEF, quoi. C'est comme ça, c'est dans le cœur, c'est ancré. Ton meilleur souvenir et pourquoi? Mon meilleur souvenir, c'est dur. Hormis la Coupe de France. Je dirais Elmander, Bordeaux. Ouais, parce que voilà, l'émotion, tout qui vibre. C'est vrai que ça a dû te parler, le jingle. Ouais, c'est pour ça, j'ai eu quelques petits souvenirs qui sont remontés. À part ça, la musique de la Ligue des Champions à Toulouse, des frissons, les larmes aux yeux, contre Liverpool. Et puis, je t'avoue, c'est pas la Coupe de France. Alors, j'ai eu énormément d'émotions au Stade de France, comme tout le monde. Mais tu vois, la présentation de la Coupe au Stadium le week-end d'après, ça a fait un truc, ouais. Ah ouais, ouais, franchement, de voir des Jagerets avec un fumier dans les mains sur le terrain, de voir les joueurs, de voir Alex avec la coupe dans les mains, enfin voilà, tu vois, c'était un moment d'émotion fort. Le trophée était vraiment chez nous là. Il était dans c'est ça. Ouais. C'était partage total avec les joueurs et ça, j'ai trouvé ça très 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 beau. Ton pire souvenir et pourquoi? Mon pire souvenir, en fait, il a été un petit peu long, le souvenir. C'est la période où tu regardais les matchs, tu te faisais chier, quoi. Tu voyais des 0-0, tu voyais pas d'envie, pas d'engouement. Un club qui avait perdu un petit peu son identité, les joueurs qui se battaient pas sur le terrain.
voilà, la période qu'on a connue, on va dire la fin de l'ère Olivier Sadran, on va dire. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver, toute génération confondue, bien entendu. Elmander, clairement, pour moi c'est... Voilà, tu joues quoi comme poste au foot? Numéro 6, milieu défensif, ouais. C'est pas forcément... Ouais, non, rien à voir, mais forcément on retient très souvent les buteurs. Après, Revaux m'a beaucoup marqué aussi, parce que c'était un monsieur. Ouais. Et voilà, et après sinon ouais, je dirais Elmander en numéro 1. Donc ça c'est une question. Ouais. Si tu devais inviter un joueur au Brix, ce serait qui? Si je devais inviter un joueur au Brix, bonne question. C'est pas facile. Je pense que... Qui écoute de la techno dans le vestiaire? Ouais, c'est ça. Je pense que j'aime... Ouais, De Jagereux a l'air d'être un bon fêtard. Shaibi aime bien mettre l'ambiance parce qu'il fait souvent le truc avec le capot, avec Alex. Donc, De Jagereux ou Shaibi, je dirais. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Si je devais être... génération confondue aussi. C'est dur ça. C'est pas toujours facile, les questions. Spearings. Ça peut être pas forcément aujourd'hui. Hein. Ouais, mais tu vois, rôle de numéro 6, en tout cas de ceux qui m'ont marqué, c'est lui. Et j'étais numéro 6. Voilà, ça me parle. Voilà, j'aime bien la mentalité. Le mec, il est présent, il est là, il en fait pas des caisses, il est sur le terrain, il fait le taf. Et puis voilà, et peu importe qui que ce soit en face de lui, il se démonte pas et il envoie, il est présent tous les matchs. Donc, ouais, je dirais Spearings. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Est-ce qu'on peut te retrouver, pas forcément peut-être toi sur les réseaux, mais plus ton assos et le Brix, du coup, tu peux les rappeler? Ouais, vous pouvez retrouver le Brix Festival. Vous avez sur Facebook, Instagram, vous tapez Brix Festival, vous allez nous retrouver. Hibernation également qu'on produit en Andorre, qui est notre festival. Et le petit nouveau qui arrive très bientôt, qui s'appelle Azure Festival, qu'on vient de lancer. On a lancé la prog aujourd'hui. Voilà. Très bien. Petit exclu en plus. Donc le Brix, BRICK. Hein, BRICKS, ouais, exactement. Parce que même moi, le premier, je te l'avais mal écrit. 10 et 11 juin, Salamouned. En plus, si on est supporter toulousain, apparemment, on aura une petite... Ouais, venez avec vos écharpes. Voilà. Ouais. Parfait. Écoute, on remettra tout ça sur les réseaux. Merci beaucoup d'être passé, de nous avoir rencontré tout ça. J'espère que tu auras passé un bon petit moment. Mais franchement, j'ai kiffé, hyper bien accueilli, top, trop bien, merci beaucoup et ça fait plaisir de continuer comme ça parce que je pense qu'on a besoin d'émissions comme vous aussi pour le club et pour la ville. C'est top. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi Clément à la technique. Avec plaisir. On te retrouve pas dimanche, tu m'as dit que tu on me retrouve tout sûrement mardi prochain. Merci Nathan, est-ce qu'on te retrouve dimanche? Peut-être. C'est... Ça y est, il abandonne tous. Ils sont sur accord, ceci a fait une vache. Merci Auxence. Merci à tous. On retrouve dimanche? Normalement. Merci Camille, tu l'as dit le match toi? Ouais, moi je suis là, moi. Sinon il n'y a personne en fait. Est-ce que t'es là dimanche? Rassure-moi, dis-moi que t'es là s'il te plaît. Je sais pas, je te ferai un brunch, mais pas pour le match. Ah, excellent, ça va être sympa. Dimanche, Nice TFC, ça se passe au Danu, on y sera à partir plus d'antenne 14h45, concours de pronos, des quiz, faudra même venir faire la compo, il y aura des verres à gagner. Le 10 et 11 juin, c'est le Brix Festival, c'est au Parc de la Mouned. Merci beaucoup Adrien ou Libération qui se passera en Andorre. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on vous souhaite une très belle soirée, une bonne deuxième mi-temps du derby de la Madonia en Ligue des Champions. On se retrouve dimanche au Danu ainsi que mardi prochain sur Radio Occitania. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao.